Votre émission Autour des glaçons avec le Hate, les caves, nos partenaires fraîcheurs. C'est la numéro 3 d'Autour des glaçons, mais c'est trop bien, la numéro 3 d'Autour des glaçons. Et j'ai une surprise pour vous dans quelques instants, vous l'avez peut-être déjà vu à la cam, mais j'ai une surprise pour vous. Ils sont là, ils sont avec nous, ce sont nos chroniqueurs. Il est revenu, ça y est, il est de retour. Pierre-Alain, salut, qu'on applaudit. Bonjour. Salut Pierre, comment ça va? Ça va très bien. Tu nous parles de quoi aujourd'hui? D'un objet insolite. Qu'on voit là comme ça, Ok, parce qu'on voici. le voit tout de suite. Oh là là, vraiment, on se demande ce que c'est. Alors vous avez quelques minutes donc Ouais, on va réfléchir. pour réfléchir. Si quelqu'un a la réponse. Ok, donc ça sera la chronique de Pierre-Alain qui interviendra pendant notre premier invité qui arrive dans quelques instants. Mais pour l'instant, nous accueillons Fleur. Salut Dorothée. Allez, j'arrête, c'était ton dernier Fleur. Salut Dorothée, je t'en prie. Salut Dorothée, comment ça va? toi T'as fait des balles, moi trop bien. Moi c'est vendu avec en fait. On n'a pas le choix, je vais bien. Donc c'est comme ça. Dorothée, t'as fait des balades là pendant la semaine. T'as des trucs à nous raconter. De quoi on va parler? Est-ce qu'on mange? On va potentiellement manger. Oh, Je suis ouais. allée à la rencontre du chef de cuisine et de la chef pâtissière de la ferme d'Hubert à l'hôtel Les Grandes Rousses. D'accord. Et on va voir ça tout à l'heure. On va Donc, voir. je vous en dis pas plus pour bah non, l'instant. Je mais vous en du dirai coup, plus attends. pendant ma chronique, mais Des c'est un rapport avec les fleurs. Des fleurs et des chefs et de les cuisine. plantes, ouais. Ah ouais. Ah, on a hâte de savoir Très ça. intéressant, ouais. Et messieurs, dames, sous cette musique extraordinaire que vous connaissez tous de Rocky, je le fais genre comme ça, tu mettras la vraie musique. Je vous présente, s'il vous plaît, je vous demande d'accueillir Monsieur Max. On l'a, il est là. Donc il existe vraiment. Il existe vraiment, tu vois, c'est un vrai mec. Ça va, Max? Bah oui. Ouais. Ça va très bien. T'as réussi à venir jusqu'à chez nous? Ouais, j'ai eu du mal à trouver le GPS. C'est bien. En plus, tu nous as amené les glaçons pour l'apéro. Un peu. Voilà. J'ai essayé. D'accord. Pour rien te cacher, aujourd'hui, on a plein de public. Et dans le public, il y a tes deux garçons qui Il y a sont là. deux de mes fils, Et ouais, on leur fait un petit coucou. Salut les gars, ça va? Ouais, trop bien. Allez. Comme ça, tu peux venir avec nous. En fait, tu fais garde d'enfants garde par la d'enfants. télé. Chez Et en nous, même temps, tu et- peux venir avec nous. Max, vous le savez, c'est notre spécialiste sport. Il a été remplacé par Isabelle, si tant est que tu puisses être remplaçable. Il a été remplacé par Isabelle pendant 2 semaines, mais là, ça y est, il est là. Et Max, si c'est notre chroniqueur sportif, c'est parce que Max, dans la vie, il a plein d'affaires et il se passe plein de trucs. Vous le connaissez aussi à la télé parce qu'on l'a vu sur C8, on l'a vu sur M6, la meilleure boulangerie. Mais c'est pas pour ça qu'il est venu, il est venu vraiment pour le sport, parce que Max, c'est quelqu'un qui participe beaucoup à la vie de la région dans le sport et qui donne un peu de sous en partenariat et qui aide les associations de sport. Et donc c'est pour ça, et rien que pour ça, on peut l'applaudir fort, parce que c'est bien quand nos entrepreneurs s'investissent dans la vie locale. Merci Max d'être là. Et ça, c'est trop bien. Merci beaucoup. Bon, par contre, t'es venu pour bosser. Ouais, il paraît. Et ouais. Mais Et ça, on- je le fais pas souvent, du coup, ça va être compliqué. C'est rare. C'est ce que me disent tes employés à chaque fois que je vais Ouais, chercher pareil. des... ouais, c'est vraiment ce qu'ils me disent. Donc on passe maintenant à notre invité. Il est venu avec nous, il nous fait ce super plaisir. Je te laisse l'accueillir, je te laisse nous dire quelques mots sur lui. C'est à toi de jouer, Monsieur Alors, Max. pour faire simple, on va faire une petite devinette. Il est breton, Ouais, il a 34 ans, ouais. il mesure à peu près 1m94, À peu près, ouais, il se colle Ouais. dans les poutres ici, Ouais. mais ouais, c'est un peu pour ça. environ 72 kilos. Ouais. On va lui Et- demander si c'est en et- son poids de forme. Parce que... Il a été le premier français à remporter le triathlon à l'Alpe d'Huez. Waouh, le triathlon de l'Alpe d'Huez. Et C'est pas moi. c'est pas toi. Il s'appelle Arnaud Guillaume. Monsieur Arnaud Guillou, qu'on peut applaudir et accueillir sous la musique. Hey, salut Arnaud. Salut tout le monde, Ça va? impeccable. Bon, un breton autour des glaçons. Mais un breton sportif. Tu nous as dit pas de blague alors. Non, pas de blague. Non, mais tu sais, je vous dis des trucs, mais en fait, vous faites ce que vous voulez, vous êtes libre dans cette émission. Bon, on est super content de te recevoir. Max vient de nous le dire, tu as gagné l'Alpe d'Huez en 2015, tu es le premier Français à l'avoir fait.
tu es en pleine préparation parce que tu vas faire le marathon cette semaine. Pardon, le marathon, excuse-moi, le triathlon cette semaine. Et donc, le triathlon de cette semaine, t'es à l'Alpe depuis combien de temps, par exemple? Alors je suis arrivé à l'Alpe mardi. Mardi. Voilà, ça fera quasiment 10 jours avant la course. D'accord. En gros, c'est, on va dire, la période d'acclimatation parce que on est quand même en altitude. Oui. Et venant du niveau 0 de la mer, il y a une grosse différence. Et là, c'est vrai que depuis 2-3 jours, là, je suis un peu fatigué parce que je continue à m'entraîner. Et mais voilà, ça fait partie du jeu. Merci de t'être réveillé pour nous, c'est sympa. Non, le réveil, ça va, c'est pas le souci. Non, c'est vraiment l'altitude, quand on fait du sport, Ouais. on se sent beaucoup plus essoufflé. Et mais voilà, après, on sait que c'est une période de 2-3 jours qui est comme ça. Et puis derrière, après, le corps s'adapte. Et voilà, après, j'ai vraiment hâte de revenir sur cette course. On a hâte de voir ça aussi. 2015, victoire. 2016, j'étais en préparation de mon mariage. Ah, tout se passe bien? Non, en 2016. Hein. Ouais, mais 2016, tout se passe bien. Ah ouais, Non, moi, tu sais, moi, ouais. en fait, je préfère ta vie personnelle, c'est ça qui m'intéresse. Bah ouais, écoute, ouais, c'était parfait. Des enfants entre-temps ou... Oui, bah Oui. en fait, 2015. Fais un coucou. Fais un coucou aux enfants. Coucou les enfants, Voilà. ils arrivent, ils me rejoignent tout à l'heure. Ah, donc, cool. Parfait. Mais 2015, victoire de l'Alpe d'Huez, mon fils avait 3 mois. Ah oui. Donc c'est des souvenirs magiques. C'est la course qui a lancé ma carrière professionnelle aussi, donc il faut le savoir. C'est vrai que avant cette course-là, j'avais jamais fait de course internationale. Et voilà, ça a été ma grande surprise de remporter cette course. Et l'année d'après, tout de suite, j'ai voulu y revenir. Ah, j'étais pas prêt, c'était compliqué, mais et après, il y a eu plein d'années où j'avais d'autres courses qui ça tombait pas bien dans le calendrier, même si j'avais l'envie de revenir sur cette course, parce que vraiment, c'est une ambiance, une organisation top. Ah, Et, c'est bien de le dire, on reçoit Cyril juste après, t'as intérêt à le dire fort. Je lui caresserai le dos. Ouais, c'est bien, c'est sympa. Non, mais vraiment, c'est vraiment une course magique et j'en garde d'énormes souvenirs. Et là, en vue de ma préparation pour les championnats du monde Ironman à Nice en septembre, et Nice étant avec beaucoup de dénivelé, quoi de mieux de revenir à l'Alpe d'Huez. Et de revenir là. Ok, très bien. Alors, tu sais, le principe ici, c'est que tous nos chroniqueurs vont te poser aussi une question. Et on va commencer par le chroniqueur officiel de sport, Monsieur Max. Non, du coup, ce serait plus sur le côté, justement, on parlait du côté personnel. Quand tu montes à l'Alpe d'Huez, je pense que depuis 2000, donc tu as gagné en 2015, tu es sûrement monté avant, tu es sûrement revenu, là, on nous a dit. Est-ce que tu as pris des petites habitudes sur l'Alpe d'Huez ou dans la région, des endroits où tu aimes bien aller, dormir, ou des bars où tu aimes sortir, des restaurants, des habitudes que C'est t'as plutôt appris Petinière ou Renard Punch, tu vois, la question. Non, mais ça c'est un va truc peu, entre les moi. si tu as bien aimé la vie dans la station, dans la région. Ouais, c'est une station. Alors, j'ai jamais été en station de ski avant en 2015. Donc, j'y suis venu pour la première fois pendant l'été, donc à l'Alpe d'Huez. Et c'est vrai que c'est assez agréable parce que tout est concentré, c'est des petites villes en fait, et il y a tout sur place. Et c'est vraiment très pratique. Là, l'Alpe, c'est vraiment génial d'avoir une piscine à cette altitude-là, d'avoir des restaurants, des bars, des boîtes de nuit. Voilà, c'est vraiment cool, c'est vraiment une petite ville et puis on se sent pas renfermé ou quoi que ce soit. On a profité un peu quand même du je me souviens qu'en 2015, quand j'ai gagné la course, l'after course, c'était pas mal. Alors je pourrais pas te dire le nom de la boîte de nuit, mais elle Elle est au vieil Alpes, ok, attends, on cherche. Il y avait une pizzeria à côté. Ouais, c'est bon, je connais pas le nom. Mais voilà, c'était vraiment des souvenirs magiques. Et c'est vrai qu'il faut savoir profiter du lieu où la course a lieu. Et c'est vrai que l'Alpe, il y a le sport et puis la vie à côté qui est vraiment géniale. C'est bien ça, ce partage comme ça, des gens qui viennent nous voir, de savoir ce qu'ils aiment quand ils viennent chez nous. Fleur, est-ce que tu as une question à poser à Arnaud? Oui, je voulais savoir si... Attends, pardon. Dorothée, est-ce que tu as une question à me poser à Arnaud? Je crois que maintenant c'est trop tard. Je voulais savoir si, du coup, depuis que tu as fait ta première course ici, est-ce que tu fais plusieurs stages d'acclimatation en altitude, peut-être dans d'autres stations, dans d'autres endroits, ou sinon le reste de l'année tu t'entraînes plutôt dans ta région? Alors effectivement, suite à mon expérience à l'Alpe d'Huez, j'ai eu l'opportunité d'aller à Foromeux et pendant l'été aussi. Donc ça c'était en 2019 et en fait c'est vrai que ça m'a bien servi parce qu'en septembre 2019 j'ai pu remporter mon premier Ironman. Donc ça a été bénéfique et là en fait clairement aujourd'hui le triathlon de l'Alpe d'Huez est plus la préparation, le stage que l'on est en train actuellement de faire. C'est une course de préparation pour le reste de ma saison. Et je pense que de manière annuelle, j'essaierai de faire un stage en altitude par an parce que c'est vraiment quelque chose de bénéfique. Et comme je le dis, j'habite au niveau de la mer, donc tout ce qui est globules, on peut les faire correctement en altitude. Et c'est vraiment, on voit qu'aujourd'hui, tous les grands cyclistes professionnels qui sont sur le Tour de France font des stages en altitude.
Et voilà. Oui, c'est pas une légende en fait. Quand tu fais du sport en montagne, quand tu redescends, tu te sens un peu plus performant. Enfin, c'est quoi? C'est une histoire de globules, c'est ça? En fait, ouais, c'est ça. C'est l'altitude permet d'augmenter le taux de globules rouges dans le sang de manière naturelle. Vu qu'il y a moins d'oxygène en altitude, le corps il s'adapte, donc du coup il va créer des globules rouges. Et ce qui est important, c'est pas forcément de faire du sport en altitude, au contraire, c'est de dormir en altitude. Eh ben écoute, Max, qu'est-ce que t'en penses? C'est bien comme sport ça. C'est sympa. Bon, là. Ah moi je suis pas mal non plus, ouais. Moi, je pense que Max et moi on peut faire une équipe. Ok, bah, c'est bien. C'est spécifique, c'est dormir en altitude qui est important. C'est pour ça qu'aujourd'hui il y a des marques qui créent des tentes hypoxie, on appelle ça. D'accord. Donc c'est une espèce de tente qu'on met autour du lit, puis ça simule l'altitude qu'on dort. Donc même quand tu es à zéro à Brest là, tu te mets ta tente, tu dors. En fait, Michael Jackson. Ouais, voilà, ouais. On m'a dit que tu savais faire très très bien le moonwalk. Alors je voudrais pas balancer, mais on m'a dit que tu étais un très très bon moonwalker. Si tout à l'heure quand tu vas partir, tu peux nous faire un petit moonwalk en partant, t'es chaud ou pas? Ah non, je pense. Ok, j'ai essayé, messieurs, dames, j'ai essayé. Allez, on passe maintenant à celui qui rêve de te poser des questions, qui est un grand passionné de triathlon. On le voit, nous on le connaît bien, parce qu'on le voit sur les réseaux sociaux, il poste son vélo, comment il le nettoie, ses petites courses et tout ça. À la natation, il n'arrête pas, il va nager tous les jours et tout ça. Ça n'a pas l'air comme ça, mais c'est un grand gaillard. Je pense qu'il veut te défier sur 10 mètres. Non, il ne le fera pas. On a les deux extrêmes des Dalton. Fais gaffe parce que le plus lent, c'est pas le plus intelligent. Non, alors, c'est ça. Donc, du coup, Pierre-Alain, as-tu une question, s'il te plaît? Bah oui, toi en tant que... Une question, j'ai dit Pierre. Ouais. Ok. Il faut le faire un peu. En tant que triathlète et breton, est-ce que dans ta préparation diététique, tu manges des galettes bretonnes? Est-ce que tu es fan des fameuses galettes bretonnes? En Bretagne, on ne dit pas les galettes. C'est que pour les touristes, les galettes. C'est comme chez nous le génétique, en fait. On dit pas les... Ouais, c'est les crêpes, en fait, et après, il y a les crêpes froment et les crêpes blé noir, et oui, j'adore ça, on va dire... Donc froment sucré, blé noir salé. Voilà, même pas, on peut prendre des froment sucrés, salés, pardon. Et tu les conseilles dans une préparation en amont du triathlon? Moi, tous les vendredis, en famille, c'est... De toute façon, c'est crêpes, ouais. Et l'hiver c'est raclette, mais l'été c'est crêpes. Un vrai breton devenu montagnard un peu, du coup, parce que raclette l'hiver... Ouais, la raclette c'est chaleureux, ça apporte... T'as raison. Par contre, tu vois, une crêpe raclette, je suis pas fan. Hein, ça reste la vraie saucisse oignon. Enfin, on ne mélange pas les torchons. Ouais, non, voilà, c'est ça, on mélange pas. T'as raison. Tu sais combien je suis attaché à la Bretagne, j'aime beaucoup cette région. Moi, je me posais une question. En fait, c'est quand donc tu viens ici, tu nous as expliqué tout ce que tu faisais, mais je voulais savoir si quand tu viens ici, tu te dis, tiens, je viendrais bien l'hiver pour faire du ski. Est-ce que tu as le droit déjà? Oui. Ouais, tu as le droit de faire du ski, t'as pas des assurances qui t'empêchent de le faire. Et est-ce que tu es un skieur? C'est quoi ton rapport à la neige à toi? À moi, le rapport à la neige, c'est une descente dans ma vie et je suis rentré chez moi. D'accord, mais parce que blessure? Non, en fait, j'ai jamais pris de cours, je suis grand, donc le centre de gravité est très haut. Et voilà, je suis allé dans une petite station dans le Jura avec des copains et en fait, on a loué les skis, j'ai fait le tir-fesse, impeccable. J'arrive en haut du tir-fesse, il y a la petite bascule, hop, mes collègues me disent mets tes skis droits, hop, je commence à accélérer, c'est bien la sensation. Puis là, ils me disent freine, puis j'arrive pas à freiner. Puis il y avait un petit de 7-8 ans. D'accord. Ah, c'est toi? Ah, je me fauche. Ah, c'est toi, on me cherche à 10 ans, on cherche le gars. Tout ça a été filmé avec la GoPro que j'avais sur la tête. Aïe. Et puis, la descente, j'en ai fait qu'une. Du coup, t'en es resté là. Diagonale, je tombais. Donc, du coup, t'en es resté là. Je démonte les skis, je rentre à la voiture. Écoute, je dis aux gens ce qui se passe un peu derrière le plateau. On a le meilleur moniteur de ski de tout l'Alpe d'Huez depuis des années qui vient de rentrer sur le plateau. Si vraiment tu veux que je te le présente, il est là-bas, on le verra tout à l'heure, mais il y a le meilleur moniteur de ski de toute l'Alpe d'Huez. C'est ce qu'on m'a dit, il faut prendre des cours, en fait. C'est vrai que c'est l'erreur que j'ai faite, c'est que je suis allé la faire au fusil comme ça, et puis je suis descendu. Tu veux que je te le présente tout de suite? Si bon, il n'est pas prêt parce qu'il ne sait pas qu'il va arriver tout de suite, il ne le sait pas du tout. Jean-Yves, s'il vous plaît, vous pouvez venir nous voir, on voudrait vous présenter un futur client, je sais que vous avez arrêté toutes vos activités, mais on voudrait vous présenter quelqu'un. Spécialement. Il est là. Messieurs, dames, on peut applaudir Jean-Yves Noiret, notre maire. Alors, juste Jean-Yves, s'il te plaît, tu te mets... Tiens, viens à côté de moi, allez, hop, voilà. Jean-Yves Noiret, qui est le maire de l'Alpe d'Huez et qui se propose, tu le sais pas, hein, mais qui se propose d'être le moniteur de ski. Est-ce que tu t'accepterais de temps en temps si Arnaud vient nous revoir? Il a quand même gagné le triathlon en 2015 chez nous. C'est pour ça que ma difficulté, ça va être de le suivre peut-être par moment, parce que
Vous allez apprendre la technique certainement, mais le reste après... Ouais, après, même en vélo, même des fois dans les descentes, j'ai un peu peur. Donc c'est la prise de vitesse qui me fait peur, c'est la sensation. Tu vas voir, avec un technicien comme ça, ça va avancer. Jean-Yves, je te remercie d'être passé juste là comme ça, vite fait nous voir. Tout à l'heure, si tu veux rester avec nous dans le public et tout ça, merci, ça fait super plaisir. Merci Jean-Yves. Bravo les triathlètes, parce que vraiment vous faites un métier très très difficile. Tu m'étonnes. Et toute la semaine, on va en avoir sur l'Alpe d'Huez. Les boulangers n'ont pas tout à fait. Les boulangers sont... Je suis très bon client des boulangeries. Donc Merci beaucoup Jean-Yves d'être passé nous voir, c'est trop sympa. Et puis bah voilà, ça se fait comme ça cette émission, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui passent, qui disent bonjour, je vois que Cyril Neveu est en train d'arriver, tu vas pouvoir lui dire que tout est bien, que tout est bien organisé, machin, tout ça, que ça va beaucoup lui plaire. Non, voilà, c'est ça. Et en plus il n'est pas tout seul, j'ai l'impression il est avec son fils Baptiste. Les chroniqueurs, est-ce que vous avez une petite question rapide pour terminer à Arnaud? Est-ce qu'il a ramené un Queen Amman? Et ouais, c'est notre boulanger qui parle. Ouais. J'ai fait la route en 2 fois et on m'a dit t'as pas amené des spécialités bretonnes. J'ai dit la route en 2 fois sans frigo c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. Mais ouais, je suis... Le meilleur Queen Amman, il est de Douarn ou il est d'ailleurs? Il est plus un peu au nord. Ah ouais, plus au nord? Non, vraiment le meilleur Queen Amman, je crois que c'est vers Vannes, je crois. Ah ouais, Vannes. Boulangerie-pâtisserie à Vannes qui est pas mal. C'est vrai, je vois sur le port là, ouais, pas loin du rempart, ouais, je vois très bien où tu veux dire. C'est vrai que c'est médaillé et tout. C'est vrai que c'est pas mal. Bon, tu sais qu'on est à l'Alpe d'Huez, on arrête de parler de la Bretagne. Ouais. Bon, ok. Moi, je suis un amoureux des boulangeries, comme je le dis, souvent, même avec Léon, quand on fait nos sorties vélo, on a facilement 2-3 arrêts boulangerie. Ça veut dire, tu fais quoi? Il faut qu'on arrête, c'est qu'on a fini tous les deux, mais enfin tous les 4, tous les 5 ensemble. Mais ça veut dire c'est la censure en fait qui veut dire. Mais ils ont pas eu le temps de reposer leurs questions. J'ai le temps, s'il te plaît, 2 secondes. Merci Guigui. Vas-y Pierre. Bon allez, en tant que breton, quel est ton rafraîchissement favori? Ah, Pierre et ses questions rafraîchissement. Autour des glaçons. T'as le droit de dire ce que tu veux. C'est-à-dire que c'est vrai que tout à l'heure j'ai dit on arrête de parler d'alcool, machin, tout ça. Mais ouais, vas-y. Non, mais en soft. T'es plus team bière, team chouchen, quoi, en gros. Je suis plus team bière quand même. Ouais. Mais ouais, une bonne bière fraîche. Des fois, quand tu fais une séance et qu'il fait très froid, très chaud. T'apprécies le partenaire actuel chimique quand même? Ah oui, bah oui. Une bonne bière, il n'y a rien de mieux. Et t'es plus Brescola ou Coca-Cola? Ah, si je peux, Brescola. Brescola, ouais. On peut faire vivre une française américaine. Fleur, as-tu une dernière question à nous poser? Pas à nous, à moi, Arnaud. As-tu déjà mangé un plat à base de fleurs? C'est vrai? C'est une invite ou quoi? Après la course. Je pense en rapport avec sa chronique, mais elle a fait le regard B17. Elle a fait le regard B17 du genre, moi je sais où on en prend. Bon, allez, et là, elle nous le dira tout à l'heure. Si tu restes dans le coin, elle nous le dira tout à l'heure. Bon, on peut le remercier, on est trop contents. Allez, salut Arnaud. Je te laisse partir par ici. Et on va tout de suite. Je fais mon petit... Alors, le petit tyrolien vient de sonner, ça veut dire qu'il faut que je vous parle du programme d'animation. Je vais essayer de faire bien les choses parce que Guillaume, notre réalisateur, producteur et tous les trucs en terre, nous propose la petite image qui est là. Par exemple, pour la page du lundi. Lundi cette semaine, bon, bah, déjà c'est le départ du triathlon, c'est le grand début du triathlon. Donc j'espère que vous êtes bien tous autour des athlètes. Si vous-même vous n'êtes pas un athlète ou si vous-même vous n'êtes pas un sportif, allez les encourager. On refait un rappel aussi qu'on a fait un petit peu la semaine dernière. Il y a encore des possibilités pour être bénévole sur le triathlon. Il y a toujours besoin de bénévoles. Donc si vous vous dites, mince, j'ai oublié d'aller me faire convoquer, appelez le service événement de l'Office de tourisme et on se fera un plaisir de vous rediriger vers les endroits où on a besoin de bénévoles. Donc ça, c'est pour lundi. Lundi aussi, si vous êtes juste venu en vacances, que vous êtes peut-être un peu moins sportif, mais quand même, il y a des choses assez sportives à faire. Je vous rappelle que vous allez pouvoir faire le matin du yoga. Vous pouvez faire aussi, comme vous le voyez là, vous pouvez faire aussi des randonnées historiques. Vous pouvez faire la visite du Pic Blanc. Le tournoi de badminton, pour ceux qui ont envie de faire du badminton, c'est entre 17 et 20 h au Palais des Sports. N'oubliez pas d'aller vous inscrire précédemment. Et en plus, c'est offert si vous avez votre passe premium. Ensuite, ça c'est vraiment, s'il vous plaît, ne ratez pas ça, les jeunes adolescents, ou les plus vieux adolescents, enfin les adolescents, enfin bref, tous ceux qui ont entre 12, ça marche aussi à 11, mais il faut être
vraiment dedans, jusqu'à 20, 22, etc., vous pouvez venir nous rejoindre à 17h30 à la Team Influenceur. Vous le savez, la Team Influenceur, c'est là pour vous donner en fait tous les éléments, à vous qui aimez communiquer sur les réseaux sociaux. Ça vous donne tous les éléments pour communiquer sur les réseaux sociaux. Et si vous n'avez pas envie de communiquer en votre nom, nous, on vous propose de communiquer au nom de Grignote la Marmotte. Grignote la Marmotte, Guillaume est en train de vous mettre là, ici son compte, c'est ici, c'est ici, c'est ici, c'est ici, et c'est ça, c'est Grignote. Je vous parlerai du mardi tout à l'heure, mais tout de suite, on passe maintenant, tout de suite, à nos deuxièmes invités, que je vous demande d'accueillir, d'applaudir fort sur le générique de l'émission. C'est parti, Cyril et son fils Baptiste. Excusez-moi. Donc ça y est, ils sont là, ils sont avec nous, ça va continuer de parler triathlon. Est-ce que je te donne le programme ou est-ce que tu le connais par cœur? J'espère que je le connais. Normalement, tu le connais par cœur. Pour rien vous cacher, ils sont réveillés depuis très tôt ce matin. Bon, vous savez, on tourne un peu le samedi, hein, en vrai, et puis c'est plutôt autour des pains au chocolat d'habitude qu'autour des glaçons, en vrai. Mais donc du coup, et moi je sais que ce matin vous êtes partis très tôt, parce que faire du triathlon c'est bien, mais alors organiser un triathlon, c'est un truc de dingue. Vous y êtes déjà depuis une semaine, et nous on a envie un peu de savoir tout ça, donc chacun va vous poser une question. Mais moi, je voudrais juste savoir à quelle heure vous êtes parti ce matin et c'était quoi votre mission ce matin? Donc on est parti ce matin à 5h30. Oui. Et la mission c'était de récupérer 1,5 tonne de fruits et légumes pour les athlètes, les ravitaillements. Donc on est allé à Grenoble, au marché des mines. Ouais. Et on est parti à trois camions et chacun a ramené un camion plein de fruits. Eh ben c'est bien, ça occupe un petit peu quand même. Ouais, ça occupe, ouais. Baptiste, ouais. Est-ce que cette année on va te voir sur le triathlon ou tu es dans l'organisation? Non, cette année je suis dans l'organisation à 100%, j'ai pris 2 semaines de vacances. D'accord. Entre guillemets. Je dis pas que tu es plus jeune que ton père, mais un tout petit peu. Et du coup, est-ce que tu conseilles aux enfants de faire le triathlon? Parce que je sais qu'il y a un triathlon spécifique pour les enfants. Tu l'as fait toi quand tu étais gamin? Ah ouais, bah moi sur le triathlon d'Alpes j'ai fait toutes les épreuves, comme ça c'est bien. D'accord. Moi je connais un peu. Mais oui, les enfants c'est top, en plus c'est pas vraiment une compétition, c'est plus une animation. Ouais. Donc il y a c'est important que tu le dises, ouais. Il n'y a pas de stress de résultat, il n'y a pas de stress de la compétition. C'est vraiment du pur plaisir, la découverte du triathlon. Et puis voilà. C'est super. Bon, tu sais quoi, maintenant je vais donner la main à nos chroniqueurs. On commence par Fleur, mais attendez en fait, avant qu'on commence par vous poser les questions, est-ce que vous voulez savoir, la chronique de Fleur, est-ce que vous voulez savoir comment on peut manger des fleurs? Est-ce que vous savez? Est-ce que vous... Non mais pas celle-là, hein. Pas celle-là, elle est à nous. Personne ne la mange. D'ailleurs, c'est pas le plateau. En fait, Fleur nous a expliqué tout à l'heure que ce qu'elle allait faire, elle va nous dire un peu comment ça se passe dans un restaurant en particulier à l'Alpe d'Huez, parce qu'en fait, il y a une telle richesse naturelle autour de nous, et vous la voyez quand vous faites du sport, que apparemment on peut même en manger. Fleur, explique-nous ce que tu nous disais. On peut en boire. On peut en boire. Également. Oui, on le savait. Fleur, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que tu nous disais tout à l'heure? Tu nous as mis l'eau à la bouche, on a envie de manger, on a envie de savoir. Je crois qu'en plus, tu as plein de belles images que tu as été faire avec Guillaume. Dis-nous un peu comment ça s'est passé ta semaine et qu'est-ce que tu as découvert autour des fleurs. Alors du coup, cette semaine avec Guillaume, on est allé à la rencontre de John et Farah. Donc c'est le chef de cuisine et la chef pâtissière de la ferme d'Hubert, un des 2 restaurants de l'hôtel Les Grandes Rousses. On voit les images en ce moment à l'hôtel. Donc c'est un couple fraîchement arrivé, ça fait 2 mois qu'ils sont là, ils ont repris les rênes de la cuisine et ils m'ont invité à les accompagner dans leur cueillette. Parce qu'en fait, ce sont des passionnés de plantes. Donc leur passion c'est de découvrir les plantes et de les faire découvrir en faisant des associations dans différents plats. Associations très originales de fleurs mais aussi de feuilles que l'on trouve vraiment aux abords de l'hôtel. Ah ouais, tout est local. On a le Kénopode. Kénopode. On avait des jardins, on a essayé d'en planter et ça n'a pas du tout fonctionné, il y avait juste un tout petit plan tout rachitique. Et du coup quand on est arrivé ici on a vu que ça abondait complètement. Donc il y en a vraiment des buissons partout dans la montagne et on s'en sert pour faire la sauce du poisson. Donc c'est un peu plus amer que les épinards, mais soit on peut les blanchir ou... Ça on a des campanules, ça a des propriétés appétisantes.
Nous on s'en sert, elles sont trop grosses pour s'en servir, parce que voilà, non, on s'en sert pour le tartare d'omble chevalier. Ici on a la mauve musquée. Elle est très bonne à goûter. Oui. Alors on peut se servir des feuilles en salade et des fleurs aussi. On voit que les abeilles aiment bien aussi. Ouais. Et du coup, le bleuet, moi je le cueille comme ça et je prends chaque pétale et je les mets sur un dessert à la myrtille. On a de la livèche, c'est de la famille du céleri, mais en beaucoup plus puissant. Donc nous, à défaut d'acheter du céleri branche, par exemple pour les fonds ou pour différentes préparations, on se sert de ça. Mais il faut le doser parce que c'est très puissant. Là, on a fait un cocktail avec du concombre, du gin et de la livèche. Alors, aux abords de l'hôtel, elle n'a pas le droit de dire où, parce qu'il ne faut pas que vous alliez dépouiller les fleurs. Il n'y a vraiment pas besoin d'aller loin. Et il y a une richesse de flore autour de nous à disposition. Donc, pour revenir à la chronique de la semaine d'avant... Comment ils font pour les trouver et tout ça? Comme ils ne connaissent pas tout, qu'ils sont nouveaux dans les Alpes, ils ne viennent pas du tout d'une région alpine, ils se servent également de plantes nettes. Et comme ensuite, toi la semaine dernière. Voilà. Et ensuite, comme nous tous maintenant. Bah oui, parce que maintenant quand vous baladez, vous utilisez peut-être. Tu sais qu'on touche pas un seul rond de plantes nettes. Ça serait bien quand même qu'on aille les démarcher. Oui, peut-être. Bon, on leur fait beaucoup de pubs, mais en même temps ils sont très fiables. Et ensuite, du coup, John et Farah, ils vont chercher d'abord sur internet, fouiller un petit peu les utilités des plantes. D'abord au niveau des saveurs, mais aussi des vertus. Et ils agrémentent leurs plats avec. Donc ça va de l'entrée jusqu'au dessert. Ah ouais, carrément dans le dessert aussi. Et jusqu'au rafraîchissement également, parce qu'ils sont en train d'élaborer un... C'est quoi les Comme on est autour des glaçons, il faut en parler, ils sont en train d'élaborer un cocktail avec l'une des barmaids de l'hôtel à base de plantes. Faut qu'on les invite ici, qu'ils nous fassent le cocktail en direct. Ce serait vraiment sympa de nous faire découvrir le cocktail si vous recevez le message. Cyril Baptiste, est-ce que vous avez une question? Est-ce que vous avez déjà mangé des fleurs? Est-ce que vous avez une question à fleurs? Est-ce qu'il y a un mets ou une fleur que vous connaissez que vous avez déjà mangé autrement que bu? Est-ce qu'ils arrivent à cuisiner le génépi? Alors, du coup, on y revient toujours au GDP. C'est notre c'est le fil rouge. L'émission, le GDP. Donc en fait, quand on est revenu de la cueillette l'autre jour, on est passé par leur jardin aromatique de l'hôtel à disposition. J'ai pas vu de génépi dans la cuisine. Par contre, ils m'ont invité ensuite à les suivre dans leur cuisine. Ce qu'ils m'ont montré, c'est les bourgeons de sapin. Du coup, ils ont deux façons de les conserver. Ils font les petits bourgeons là, tout verts. Les petits bourgeons, donc lacto-fermentés, première conservation. Donc on les a goûtés comme ça. On a eu la chance avec Guillaume, très très fin. Et également, ça ressemble à quoi? C'est un peu un pickle? C'est comment? Alors pas cette fermentation. Justement, ils font aussi macérer dans du vinaigre pour faire du vinaigre aromatisé aux bourgeons de sapin. Ah ouais. Donc sinon, dans la lacto-fermentation, c'est beaucoup plus doux, très tendre et par contre, nous n'avons pas fait de plat ou de boisson à base de génépi, mais on a pu assister au dressage d'un plat et d'un dessert par Farah, un plat par John, un dessert par Farah, assister à la création et à la dégustation aussi. Et on a vu les images là, pendant que tu parlais, c'est des assiettes qui donnent vraiment envie. Oui. On va balancer un peu. Vous l'avez mangé l'assiette? Celle qu'on vient de voir là? Oui. Alors vas-y, dis-nous, c'est comment? Donc c'est une cuisine très fine, on a goûté la truite de Charles Murgard. Waouh. En croûte d'herbe. Oh. Du coup, c'était agrémenté d'une courgette braisée. Vous n'avez pas un métier facile, les gars. Non, nous, tu sais, on fait des objets. Pour le côté plante sauvage, donc il y avait une petite mousse, enfin pas une mousse, une petite... une émulsion. Émulsion à base de chénopode. Jean-Michel émulsion. Merci. Ok, mais je t'en prie. Chénopode, c'est une plante très tendre qu'on trouve partout autour de nous. D'accord. Qui fait penser en plus subtil à des jeunes pousses d'épinards. Côté acidulé et qui se marie avec la douceur de la truite, tout ça, c'était excellent. Je rebondis 2 secondes sur le culinaire et floral. Max, ça t'arrive toi? On a des pains, on a des pâtisseries, des choses comme ça. Ça te donne des idées? Ça te donne des idées? En déco? On met un peu des fleurs dessus, effectivement, mais on travaille pas... Non.
pas spécialement. D'accord, mais ça te donne des idées, ça te donne envie ou pas? Ça peut donner des choses un peu à réfléchir. Peut-être que comme ça tu pourras gagner la meilleure boulangerie de France. Ouais. Non mais... Non mais oui, en fait, c'est des choses qui sont super intéressantes. Mais... Allez, on en revient, il cherche à savoir qui t'es. En fait, depuis tout à l'heure, ils se disent, mais qui c'est? Mais en fait, vous le connaissez. Ah, tu lui expliques. La meilleure boulangerie de France. Ah, tu lui as expliqué. Vas-y, explique à tout le monde. Explique à tout le monde. En fait, la meilleure boulangerie de France, c'est une émission qui a lieu sur M6 où on essaye d'élire le meilleur boulanger de France. Et Max a participé. Et il est le meilleur boulanger de notre région. Voilà. Pas encore. Il travaille. Tu sais, c'est comme ça. Tout le monde ne peut pas être champion de triathlon, monsieur. Et de boulangerie non plus. Non mais Pierre, maintenant on en revient un petit peu à nos athlètes. As-tu des questions à poser? Alors je te cache pas que si on ne t'invitait pas, Pierre démissionnait de cette émission. C'est ton plus grand fan. On ne peut faire une émission sans qu'il ne parle de toi. Pierre, il est là. Pose-lui ta question, c'est ton pote et tu as peut-être quelque chose à lui demander que tu lui as jamais demandé. Enfin, pas en privé, hein, des trucs normaux quand même. Ouais, alors ça fait toujours plaisir d'accueillir Cyril. T'as vu, il a sa voix toute douce de petit enfant, il est mignon. Non, ça fait plaisir, c'est un ami de 18 ans maintenant grâce au triathlon, donc ça fait plaisir d'avoir créé cette amitié avec Cyril. Il y a peut-être une question que je t'ai jamais posée. Tu as été champion du monde de triathlon. Est-ce que tu aurais rêvé, si tu n'avais pas été champion du monde de triathlon, d'être champion du monde dans une autre discipline individuelle ou quel sport collectif? Ah, chouette question. Ouais. Peut-être dans la voiture? Non, je déconne. Il y en a déjà des neveux dans la voiture. Pas dans la moto. Non, c'est ça. Ouais. Ça aurait fait doublon. Ça fait un peu, ouais. Je sais pas, peut-être, je pense plus un sport individuel. Peut-être le ski, parce que quand j'étais gamin, même si je suis breton d'origine, ah, toi aussi? J'adorais le ski. Comme Arnaud. T'es d'où de Bretagne? Dinan. Dinan, ok. Ouais, Bretagne donc, Nord. ouais, Voilà. Saint-Malo. Voilà. Ouais, exact. Et je pense le ski, ouais, parce que c'est une belle discipline. Et puis mentalement, il faut être fort parce que quand tu commences ta carrière, tu sais qu'à un moment donné, tu vas devoir passer par les opérations, par la rééducation et tout ça. Ce qui n'était pas vraiment le cas dans la discipline comme au triathlon. Dans le tri. Et c'est quoi ta spécialité dans le tri? T'avais plutôt une préférence natation, course, vélo? Moi j'étais nageur à la base et quand je me suis mis au triathlon, mes points forts c'était natation, vélo. D'accord. Baptiste, j'ai une question à te poser. Est-ce que quand on est un enfant de Cyril, on est obligé de faire du triathlon? Non. Surtout pas. Surtout pas. Non, moi j'étais le premier, donc quand j'ai grandi, il était en fin de carrière, donc forcément j'étais plus... Rappelle-lui des bons souvenirs. Mon deuxième frère c'était pareil, et le dernier, troisième, il a arrêté, il a eu le troisième quand il avait arrêté le triathlon, donc il n'est pas du tout dedans. Donc non, on n'est pas obligé quand on est 6. Bon, mais pour toi ça a été un vrai plaisir, et pour toi ta spécialité dans les trois disciplines, c'est tu préfères nager, courir, faire du vélo? Tout pareil, natation, vélo. Tout pareil. Et des clones. Voilà, exactement. On dirait les Karabatic un peu. Ok, moi j'ai posé mes questions. Fleur, tu as une question à poser à nos triathlètes? Enfin, triathlète organisateur, parce que là on est plutôt sur l'organisation, on va dire, du triathlon de l'Alpe d'Huez. Est-ce que quand vous faisiez vos prépas physiques, je repars sur le côté tech, quand vous faisiez vos prépas physiques, est-ce qu'il vous est arrivé de pratiquer le yoga en amont des pratiques? C'est vrai ça, mentalement on se prépare comment quand on est triathlète? Je pense que c'est propre à chacun déjà. Ouais. Je pense qu'entre quand moi je courais et maintenant Baptiste, je pense qu'il y a beaucoup d'évolution. Moi le yoga non, parce que c'était pas vraiment très connu à l'époque. Par contre des séances de relaxation, tout ça. Sophrologie peut-être. Voilà, sophrologie, tout ça, quand on était en stage de groupe, ouais, on en faisait. Après, c'est vraiment propre à chacun. Il y a des athlètes qui ont plus besoin d'une prépa mentale parce qu'ils ont des difficultés et d'autres beaucoup moins. Donc, mais le yoga à l'époque où je courais, non. Okay. Ça n'existait pas. Et à ton époque, Baptiste? À mon époque, aujourd'hui, c'est beaucoup plus développé, c'est beaucoup moins tabou aussi. Donc, moi, je pense que je suis de nature à plus appréhender que les courses que mon père. Allez, bam, défi. Donc moi, yoga, sophrologie, hypnose. D'accord. Tout ça, tu pratiques. Et ouais, c'est vachement important, on s'en rend compte. Peut-être que à son époque, c'était beaucoup plus tabou, beaucoup moins développé. Mais il a été champion du monde. Oui. Mais il en avait peut-être pas besoin non plus. Voilà,
Oui, non, avec le Genepi, tout ça. Oui, enfin, on en a déjà parlé. Oui. Dynamique. Encore un truc qu'on faisait à l'époque qu'on peut plus faire. Non, oui, je te confirme, c'est impossible. Tu prends cher, hein. Max, peut-être quelques questions en chiffres pour les garçons, savoir combien il y a de... Enfin, je te laisse poser tes questions. Est-ce que... Non, c'était plus sur le système un peu organisation, enfin, sur l'organisation, des choses comme ça. Savoir si quand vous finissez, vous êtes déjà pour l'année prochaine, si tout le temps c'est pareil, s'il n'y a pas de changement, si au contraire ça vous prend beaucoup de temps, enfin tout un peu cette organisation. Ça prend toute l'année. Toute l'année? Ouais, il y a Laurence qui Oui. travaille toute l'année sur le triathlon, ma femme. Oui. Après, on a une équipe qui s'occupe, un prestataire qui s'occupe du marketing et de la com. Eux aussi, ils travaillent toute l'année parce qu'il faut tout le temps communiquer, tout le temps Bien sûr. relancer. Là, d'ailleurs, on trouve le tri sur les réseaux sociaux. Ouais. Tu te souviens un peu ce qu'il faut aller chercher? C'est sur Insta, c'est sur demander à Facebook. Baptiste, Ouais, Baptiste, tu sais comment on fait pour trouver le triathlon de l'Alpe d'Huez? On tape quoi? Je peux faire triathlon sur Insta, sur Google, Et sur on vous trouve Facebook, partout. sur YouTube. Des images, j'imagine, un peu en direct. Voilà, C'est une vraie entreprise qui tourne à l'année en fin de compte. Donc Ouais, c'est vraiment. nous on a une société pour créer l'événement, hein, mais en parallèle une association pour tout ce qui est bénévolat et tout ça. Mais là, nous on rouvre les inscriptions le 15 septembre. Ah ouais, déjà, ouais. Donc ça veut dire qu'à partir du... Et c'est comme les JO, tu fermes les inscriptions au bout de 3 heures ou... Pas 3 heures, mais 3 mois. le longue distance, on ouvre le 15 septembre, on va dire que le 1er novembre c'est complet. Oui, puis on est sur des professionnels, ouais. on est sur des gens dont c'est le métier pour la plupart. Sur le long distance, c'est plus des gens qui ont de l'expérience, qui pratiquent. Le court distance, il y a les deux. D'accord. Et le court distance, en décembre, c'est complet. Et là, on a le duathlon, où avant, on prenait encore des inscriptions sur place. On a booké les inscriptions il y a 2-3 semaines, parce qu'on est à 700 coureurs. Et les enfants, on a booké aussi les inscriptions. Combien d'enfants? On est à 320. Waouh! Donc ça fait 4200 coureurs avec les enfants sur la semaine. Ouais, Baptiste nous disait tout à l'heure, c'est plus unanime, donc enfin ça va être super avec les enfants. Ouais. J'imagine il y a beaucoup d'encadrement à faire. Ouais. Et puis du coup là on s'aperçoit que l'événement grossit, grandit. Et on est déjà bien fatigué avant d'avoir commencé. Mais voilà, ça va le faire. On a une bonne équipe. Là j'ai déjà une quarantaine de gars qui sont sur le terrain en train de commencer le montage. La préparation, ouais, on le voit hein, déjà dans l'Alpe, on voit que ça commence à se préparer. La complexité d'organiser ici, c'est qu'on a 4 sites différents. Oui. On a le site du départ du duathlon qui est à Bourdoisan. Oui. On a le site du départ de la natation qui est au Vernet, le site d'arrivée à l'Alpe sur le terrain et le site du départ des enfants qui est à la piscine. Alors même si c'est un petit site, ouais, c'est une vraie collaboration entre tous. La moquette, il faut amener des racks à vélo, enfin je veux dire ça. Donc c'est vraiment la complexité de l'événement d'organiser, mais c'est sur une semaine. Au-delà de ça, l'événementiel c'est devenu ton job aussi à plein temps, parce que je crois que tu es très investi aussi dans le festival du cinéma qui a lieu l'hiver, et plein d'autres actions qui ont lieu à l'Alpe d'Huez où tu donnes plus qu'un coup de main. En effet, ouais, après je fais là, le triathlon c'est notre événement, et après je fais des prestats sur d'autres événements, et je pars déjà dès le 14 août à Saint-Étienne pour la Coupe du Monde de rugby. Ah ouais. Je vais être manager logistique du stade. T'entends le petit tyrolien là qui sonne? Ça veut dire que malheureusement on s'arrête là pour vous avoir reçu, puis ça veut dire qu'il va falloir que tu ailles bosser. Toi aussi il y a ton téléphone qui sonne. On fait un coucou à Cyril et à Baptiste, salut tout le monde. On vous remercie beaucoup d'être venus nous voir, vous pouvez y aller, je vous mets un petit coup de générique. Ah! Alors avant de libérer Fleur, parce que ça c'est la première chose que je vais avoir à faire, avant de libérer Dorothée, j'arrête de dire Fleur, avant de libérer Dorothée et avant de reprendre, alors quand tu vas partir, on va prendre Richard. Tu veux qu'on te libère maintenant? C'est fait comme ça. Allez, on fait ça. Richou, est-ce que vous êtes prêts, monsieur Richou? Messieurs, dames, on applaudit fort, on applaudit fort Fleur, et on lui dit au revoir. Et Richard, reviens. Les gars, on fait de la télé, il y a des caméras, non mais c'est n'importe quoi. Monsieur, dame, monsieur Richard qui est avec nous. Pierre, toi aussi tu t'en vas? Non, ah bon, Pierre, c'est comme tu veux. Non, bah c'est ça, c'est pour ça que je préférais te garder quand même, tant qu'à faire. Donc on garde Pierre, on garde Richou aussi, t'es bien là? Il n'y a pas beaucoup de place. Il n'y a pas beaucoup de place. C'est pas sympa, c'est pas très corporate. Alors là, on est tellement content de te retrouver. Merci. Tu sais Merci. que
Bonjour tu sais que sur les réseaux sociaux, les gens ne parlent que de toi. C'est pas vrai. Mais si tout le monde dit, mais ce gars-là... Ouais, j'ai eu des commentaires, peut mieux faire. Non, c'est plutôt sympa et bienveillant. Écoutez, c'est sympa, alors merci. Ouais, beaucoup. non, vraiment. Et puis vraiment, on le pense. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu prends la parole, on a deux choix. Soit vraiment on est passionné, soit on s'endort. Mais c'est bien quand même, on est content que tu sois là. Mais tant que les gens n'éteignent pas... En fait, comme tu l'as fait une bagne, ça va y aller. Tu vas nous parler de quoi, Richard, aujourd'hui? Eh bien... oui, on va parler. Ah oui, on va parler de quelque chose de fabuleux. On va parler de quelque chose qui symbolise l'Alpe et qui est l'essence même du Tour de France. Regardez. C'est pour ça que tu as mis le pour parler nombre chez nous. Donc on va parler des 21 virages. Et pour cela, j'ai un invité exceptionnel, mesdames et messieurs dames. On va pas le faire rentrer tout de suite, mais tu le dis pas tout de suite, c'est secret. D'abord, on a d'autres invités, mais avant, je fais juste un petit bout de programme d'animation. Ça vous embête pas? Alors, programme d'animation, j'en étais à lundi et là, je suis à mardi. Et vous voyez, Guillaume vous affiche tout ce qui se passe le mardi. Alors, le mardi, c'est riche. Il y a plein de choses. Dès le matin, si vous avez envie de faire du yoga, c'est possible. Vous avez aussi 2 ateliers créatifs qui sont un peu en parallèle, mais pas tout à fait aux mêmes horaires. Il y en a un qui se situe à la bibliothèque et un qui se situe juste devant le parvis de l'office de tourisme. Quand il fait bon, on vous met un chouette parasol, c'est trop sympa. Et vous allez faire cette fois-ci des mobiles. Et c'est vraiment bien, c'est offert par l'office de tourisme. Donc venez nous rejoindre et vous pourrez faire ça. Tournoi de tennis de table aussi l'après-midi pour les enfants, entre 14 et 16h30. Si vous voulez faire une découverte du patrimoine architectural tural de la station, ça c'est entre 14h30 et 16h, n'oubliez pas de vous inscrire. Balade découverte du sentier panoramique, ça aussi vous le voyez, et ça c'est entre 10 et 12h. Ensuite vous pouvez aller faire la visite commentée de l'église. La visite commentée de l'église, mais pas celle dont nous a parlé Richard la semaine dernière. Et puis le soir, c'est toujours le grand rendez-vous du soir, avec le service animation qui vous accueille dans la salle Sarenne. La salle Sarenne, c'est au Palais des Sports, juste après les travaux. Vous descendez et vous allez voir, on a aménagé l'espace, c'est le plus grand salon de l'Alpe d'Huez. Alors là aussi, j'ai vu sur les réseaux sociaux, il y a une bonne presse. C'est vrai. Je sais pas qui est l'animateur, c'est pas moi. Je ne connais pas cette personne. Je sais pas. On m'a dit que c'était un... Je sais pas. Ouais, mais c'est pas mal, apparemment les gens sont contents. Il faut venir, franchement, il faut venir pour essayer de jouer. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Donc nous là, ce jour-là, en fait, on va mettre des jeux. En fait, vous savez, on va vous faire vraiment un grand salon, on va vous mettre des tables partout, des tables rondes, des tables rectangulaires. Et on va mettre tous les jeux que vous connaissez, Time's Up, je sais pas, le Uno, toutes les choses comme ça. On a aussi des jolis jeux en bois. Alors venez en famille, vous aurez chacun votre table, vous prendrez ce que vous voulez comme jeu et vous pourrez passer toute la soirée avec nous. Ça ouvre à 21h, par contre à 23h, on vous met dehors. Voilà, ça c'est pour le mardi. On reviendra tout à l'heure sur le mercredi. Mais maintenant, je vais accueillir mes 2 nouveaux invités et je peux vous dire que c'est la fierté de cette émission, même si on n'a que des invités prestigieux aujourd'hui. Mais c'est la fierté de cette émission, puisque vous le savez, si vous nous regardez et que vous êtes en vacances, cette émission, elle est aussi dédiée, surtout dédiée pour vous, les gens qui sont là en vacances. Et on a la chance, parce que pour rien vous cacher, je les ai rencontrés pendant une animation, on a la chance d'avoir tu sais, dans l'animation, on a des bons clients, c'est-à-dire des gens sympas, qui font des sourires, qui ont de la culture, qui sont intéressants. Et ben on en a plein en fait. Qui ont la joie de vivre, tout simplement. Qui ont la joie de vivre, tout simplement. On en a plein et j'ai pris les 2, c'est la crème. Ils sont là. C'est mère et fils. Je vous demande de les applaudir très fort. Ils rentrent sur le générique. C'est Catherine et Guillaume. C'est rock'n'roll, hein. C'est rock'n'roll ça. Hey, ils sont là. Ils sont avec nous. Ce sont nos vacanciers. On a super envie de savoir comment ça se passe quand on est vacancier à l'Alpe d'Huez, ce qu'on aime faire quand on est vacancier à l'Alpe d'Huez. Mais avant, on va se faire un petit jeu ensemble. On va essayer de deviner, Monsieur Pierre-Alain, quel est l'objet que vous nous avez amené aujourd'hui? Un objet insolite. Un objet insolite. Voilà. C'est lourd pour Je sais toi, pas, depuis que je l'ai présenté tout à l'heure, je sais pas si... Vas-y, fais passer à Richard un peu pour voir comment c'est... Moi, je vais faire passer ça. Maxime, tu triches pas, toi tu sais. Ah, Maxime, il sait. Ah, c'est un indice, ça, quand même. D'ailleurs, je tiens à remercier son papa, parce que c'est grâce à lui... Je veux bien le porter, s'il vous plaît, monsieur Richard. Merci beaucoup. Alors, attends, moi, je sais pas, on dirait presque un truc pour la marine et tout ça. Je viens avec vous. Tiens, je vous laisse le porter un peu. Peut-être un rapport avec les Bretons? Peut-être un rapport, ouais, c'est vrai que c'est une journée bretonne. Tiens, d'ailleurs, vous venez d'où, Catherine et JM? Vous venez de quel endroit? De Lyon. De Lyon, Lyon, à l'intérieur de Lyon. Ouais, Lyon même. Lyon même, waouh. Limite Tassin.
Limite bassin, ok. Bassin, ouais, excusez-moi. Je connais mieux la Bretagne que la région. Bah oui, je connais mieux la Bretagne que la région, c'est pas faux. C'est pas faux ce que tu viens de dire, c'est pas faux. Donc pas de lien de parenté avec la 7ème compagnie. Je suis plus stéphanois que lyonnais. Je sais pas si je vais le droit, si j'ai le droit de le dire, mais ils vont partir, tu sais. On va peut-être les perdre. On va peut-être les perdre. Ok, bon, alors, on voit cette... on a le droit de poser des questions, s'il nous répond oui, on a le droit de faire une solution. Oui, alors. Est-ce que vous avez une question à lui poser sur son objet? C'est chaud comme phrase. Pas du tout. Avec le bateau, ouais, c'est marrant, j'aurais dit pareil. Est-ce que... Est-ce que ça a un rapport avec le cuir? Ah, oui. Le cuir, oui. Ah. Alors, est-ce que ça a un rapport, par exemple, avec le cuir d'un cheval qu'on aurait... Non, non plus. Non plus. Ok. Parce que madame a trouvé. Tu crois qu'elle a trouvé? Par Catherine, si t'as trouvé, dis-moi. Est-ce que ça ne sera pas avec les chaussures? Tout à fait. Elle a trouvé. Dis-nous. Bravo. C'est pour fabriquer, enfin mettre en forme, il me semble, les chaussures Alors, en cuir. On s'en rapproche, c'est pas tout à fait la forme. Allez, vas-y, t'as le droit de nous dire. Allez. Donc on appelle ça l'enclume du cordonnier. L'enclume du cordonnier. Ça, c'est vrai que ça peut ressembler à une enclume. Alors pourquoi Maxime il est au courant Parce que c'est son papa qui m'a... Ah, on fait un coucou au papa de Maxime, au grand-père des enfants. Coucou. D'ailleurs, merci parce que c'est une mine d'objets insolites chez lui, je en rapporterai plus tard. Ah, en fait c'est ton filon. Bah, voilà. D'accord. J'ai pas beaucoup bossé, j'ai trouvé un interlocuteur, ça va me faire toutes mes chroniques. C'est trop bien. Ça c'est nickel. Alors vas-y, explique. Dans toute la région. Donc c'est pas vraiment la forme comme disait Catherine, ça sert à quoi alors vraiment? Donc oui, parce que la forme en fait pour finir les chaussures... Parce que là c'est des chaussures d'un géant. Enfin, ouais, non, alors... Donc c'est pour les réparer en fait. C'est les chaussures qui pour réparer les chaussures. Ah ok. Ouais. Je vais prendre un exemple. Vas-y, fais-moi un exemple. Attention, vous êtes en odorama dans cette émission. Bon, s'il vous plaît, messieurs dames, ouvrez les fenêtres. Chaussures pour faire une démo. Mais voilà. Et ça c'est du 32. La chaussure comme ça, c'est du 2. Et donc en fait c'est pour réparer les chaussures. On peut, en fonction justement. Ah, on les ressemelle. Voilà, on peut les ressemer. Des grandes tailles plutôt pour les hommes. D'accord. Ici ça va être plus éventuellement des enfants ou sur la partie arrière de la chaussure. D'accord. Et ça c'est pour les talons. Ah oui, en fait chaque forme a une utilité. Je sais pas si on dit ça comme ça, mais ça se dit. C'est bien, je pense que... Mais c'est le mot est bien ou pas? Je me tourne vers Catherine, je sais pas ce qu'elle fait. Je sais pas ce qu'elle fait comme boulot, mais c'est intuition, c'est tout. Non, non. Donc voilà, ça sert. On met la chaussure. Si on veut la recoller une semelle, on fixe la colle, on met la semelle et on tape dessus avec un marteau que vous voyez là, un gros marteau, tac, tac, tac. Pour les talons, pareil, on fixe la chaussure, on remet une petite talonnette et là on peut clouer. D'accord. Bon bah c'est bien, c'est super. Merci Maxime à ton père de nous prêter des objets comme ça, c'est cool. Aussi, ouais. Toi, donc c'était dans la grange de son papa. Depuis que t'es gamin, ton père il collectionne des trucs? Non, il collectionne pas, c'est juste que au fur et à mesure il a toujours gardé. C'est juste qu'ils n'ont pas rangé. La grange, elle est... Non, bah non, arrête, c'est rangé. Ah oui, non. Ah, c'est carré, là, ça accroche au mur tellement... Pour retrouver tout ce qui en sert, il va mettre le feu. Part un petit peu en vrille. Je suis vraiment navré pour ce moment exceptionnel. Bon, maintenant qu'on sait tout ça, on garde un petit peu, on va poser quand même des questions à nos vacanciers. Volontiers. Hein? Tiens, toi par exemple, qui viens de nous présenter ça, Pierre-Alain, si tu étais vacancier, qu'est-ce que tu as envie de savoir de nos vacanciers? Parce qu'on les connaît, on les voit dans la rue et tout ça, mais on ne sait pas tout de... Est-ce que tu as une question à poser à un vacancier? Qu'est-ce que vous buvez? Un peu pris de court, ok. Comme vous voyez, ça bosse. Alors moi j'ai vécu aussi à Lyon. Ah bah alors les Lyons! J'étais à la Croix-Rousse. C'est vraiment un quartier où il y a de l'histoire par rapport au médiatisme. Le transporteur. La colline qui travaille. Et puis il y a de là. Oui, oui, tout à fait. Le là, j'aurais fil pu de cette aussi émission trouver au part. musée là-bas des objets insolites, je pense que les personnes n'auraient pas trouvé. Juste savoir pourquoi, en tant que Lyonnais, vous venez à l'Alpe d'Huez. Voilà une bonne question. C'est pas très loin. Ça y est, on va dire que vous pourriez aller plus loin. Ah, désolé. Parce que moi j'ai eu la chance de connaître l'Alpe d'Huez quand j'étais enfant, par des parents à mes amis. J'ai appris le ski ici. Et donc t'es une skieuse? J'étais. Tu skis plus du tout? Non. C'est vrai, plus du tout? Ah. J'avais promis à JM que quand il aurait sa médaille d'or, je remonterais sur les skis. Malheureusement, il a pris notre voie. il l'a eu à 8 ans, donc je suis remontée sur les skis, mais j'ai fait 2 descentes. Je l'ai eu à 10 ans. Pas à 6 S'il te plaît, ils vont s'embrouiller aussi, c'était journée en mais j'ai eu trop peur des skieurs derrière. D'accord.
Mais bon, aujourd'hui, et thème La solution, c'est d'aller plus vite. Qui ça, je dis rien. La solution, c'est d'aller plus vite quand on... c'est vrai. On a un génie dans l'équipe, c'est Richard. J'ai fait des études. Le génie. Et toi, JM, aujourd'hui, t'es un skieur? J'ai été un skieur, maintenant je suis... Là, ça fait 2 ans que je viens plus trop. Ouais. Même si j'essaie de... Grande carrière. De revenir. Non. Et bah là, je vais essayer de revenir et je vais plus me concentrer sur, je pense, le freestyle. J'ai bien envie de tester. Ah, t'as envie de tester le freestyle. Sans cours ou comme ça Si, avec des cours. Avec des cours. Je pourrais me casser avec le moniteur dont on nous a parlé. Oui, il était pas mal le moniteur de tout à l'heure. Je sais pas si il y a du freestyle. Comment tu balances, toi? Sinon, on demandera à Flo. Peut-être Flo, il pourra faire c'est son fils. C'est pour ça. C'est ça. Monsieur Richard, oui. Avez-vous une question à poser à nos vacanciers? Oui, bien sûr. Alors, lorsque vous venez à l'Alpe d'Huez, si vous avez un conseil à donner à des touristes, où est-ce qu'il faut aller se balader l'été? L'été, il faut monter au premier tronçon. Ouais, on va descendre tranquillement. Ou aller du côté de la table d'orientation. D'accord. On a une superbe vue sur la vallée, le lac Besson, les 3 lacs. Voilà, sont les incontournables. Merveilleux et totalement dépaysants. Et je précise, ça fait quelques années que vous venez à l'Alpe d'Huez. Oui. Je sais que ça fait plusieurs années. D'ailleurs, tu nous l'as dit, hein, tu venais quand tu étais enfant. Et il y a toujours la même magie, c'est-à-dire que même si on voit le lac Besson en 2023 ou en 2022, il y a toujours la même magie. Oui. Ouais. Et toi, tu trouves qu'il y a des changements un peu dans la végétation? On avait Fleur tout à l'heure. Tu trouves qu'il y a des changements puisque tu as un peu d'expérience sur le fait que tu sois venu? La végétation de l'été, elle a changé ou elle est toujours aussi présente? Oui. Je trouve qu'il y a plus de sapins qu'avant. Ah, il y a plus de sapins qu'avant. Oui. Mais je crois que c'est une volonté. Hein. On essaye, en effet, qu'il y ait de plus en plus d'arbres, etc. Il y en aura même sur... Normalement, il y en aura même sur la place de la patinoire, là où on s'est retrouvés. Bon, c'est pas les mêmes sapins, mais ils seront là. Donc toi, tu trouves qu'il y a plus de sapins? C'est vrai, hein. C'est vrai qu'autour des pistes, là, vers le Signal, etc., on a une chouette forêt. On plante. Ça plante. Ah ouais. Max, une question à nos vacanciers. Si tu leur demandes chez quel boulanger ils vont, ça va pas du tout aller. Non, si j'ai bien compris, vous venez donc l'hiver et l'été. Et est-ce que de plus en plus on voit du monde l'été? Avant, il y avait moins de monde l'été en station. Vous préférez venir l'été, l'hiver? Et pourquoi surtout? Qu'est-ce qui vous... Bah en fait... Qu'est-ce que vous préférez maintenant? C'est pareil? C'est pareil. L'hiver, c'est vrai que la station a énormément de monde. Du coup, c'est un peu plus dur. Mais il y a toujours les pistes de ski, du coup c'est cool. Après, il y a la patinoire, il y a la piscine qui est chauffée en plus. Du coup c'est cool. C'est vrai, c'est eux qui parlent. C'est vrai que ça devient agréable parce qu'on peut venir, il y a un peu moins de monde et on profite. Mais surtout, surtout qu'il y a pas mal de pistes de VTT. Ouais. Il y a de plus en plus. Je trouve que c'est... Je pense qu'on va les prendre à la communication de l'Office de tourisme parce que c'est bien ce qu'ils disent, c'est bien que ça se passe comme ça. Bon, nous, on est super contents de vous avoir ici. Alors, donc je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, nous, on s'est rencontrés lors d'une animation qui a lieu sur les Jeux. Je fais une petite parenthèse, puisqu'on en était resté à mardi. Je dis et je redis que tous les mercredis, jeudi, on a une animation parce qu'on ferme à la circulation des voitures. T'as vu, cette fois-ci, je ne me suis pas fait avoir. On ferme à la circulation des voitures l'avenue des Jeux de 16h à 20h. Nous, on s'est rencontrés jeudi dernier. Et en fait, au début, on met tout en place pour que les enfants s'amusent. Il y a une grosse compète de bulles. En fait, vous allez voir, sur le parvis de la patinoire, en fait, ça devient un énorme champ de bulles. Donc ça, c'est entre 16 et 18h. Puis à partir de 18h, on anime un peu et on essaye de vous faire gagner des cadeaux. Et tous les deux, en fait, vous avez été mes super champions de ce jeudi-là. Comment vous faites pour savoir qu'il y a cette information, qu'il y a des jeux, qu'il se passe des choses? Vous avez lu, vous êtes passé par hasard, comment vous avez eu l'info? On a lu. Vous avez lu le programme d'animation? Et aussi, on a vu à la télé... Ah, mais vous nous regardez aussi à la télé. Donc en fait, vous êtes dans la télé, vous regardez. Alpe d'Huez TV, c'est votre chaîne de télé quand vous êtes ici. J'ai un petit matin, comme ça, on regarde un peu les animations qu'il y a et après... Bon réflexe. Voilà, mais ils sont pas parfaits un peu ces vacanciers. Franchement, ils sont parfaits. J'ai une petite question pour toi. Jean-Louis qui m'a demandé si tu avais mis la boîte
pour les journaux, les petits programmes d'animation AES. Alors, on en a parlé quand même, c'est vrai, la semaine dernière. Oui. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a décidé définitivement que c'était chez Maryse. D'accord. Parce que comme ça permet d'aller boire un coup. Non, parce que Jean-Louis surveille. Ouais, je sais que Jean-Louis surveille. D'ailleurs, là, on vient de faire une super fête de la Sainte-Anne pendant ce week-end. Et on t'a vu beaucoup, mon Richard. On t'a beaucoup vu. Et tu n'as pas pu Il a gagné le tournoi de pétanque. C'est ça. Non, dis pas ça, tu vas lui porter la poisse. Ah, mais je sais pas jouer. C'est vrai. C'est vrai. Donc, ok, on sait tout ça. Maintenant, moi j'ai une question, puisque tout à l'heure on était un peu dans le culinaire, on a un boulanger et tout ça. Quand vous venez à l'Alpe, vous faites à manger, vous allez dans nos restos, comment ça se passe chez vous? On fait à manger et on va découvrir des plats dans certains restaurants. D'accord. Ça vous a donné envie les fleurs, tout à l'heure, de fleurs? Ah oui. Ouais, c'est vrai. Oui. Moi j'ai déjà goûté un plat avec des fleurs et ça donne envie, oui, d'aller découvrir. Et ben, c'est l'heure d'aller découvrir. On va appeler les grandes rousses, on va demander à ce qu'ils vous fassent un petit truc pour que ce soit. On a déjà posé la question de la cantine, mais on a d'autres choses. Ah, ça veut dire que c'est terminé, mais c'est pas grave, vous restez avec moi pendant quelques instants. Moi, de mon côté. C'est bon? On n'a plus de questions à poser à nos vacanciers, on était super, enfin en tout cas on était super contents. Moi j'ai encore une question par rapport, on dit JM depuis tout à l'heure. Oui. Ouais. Alors attention, il va falloir trouver le vrai prénom du jeune homme. JM, Gérard Martin. Gérard Martin, Gérard c'est un G. Jacques Martin. Jacques Martin. Non, c'est pas ça. Avec les enfants, c'était lui, non? Jean-Marc. Jean-Marc, c'est pas ça. Je vous le dis, en fait, je fais ce jeu parce que j'en ai parlé avec JM à la fin de... Et il me dit, moi c'est comme ça en fait que je me fais payer des coups quand je sors en soirée. je le fais, non, c'est pas vrai, c'est pas ce que tu m'as dit. Explique-moi comment tu fais. Bah, on se rend compte, je dis bah, je m'appelle JM, et en fait ils me disent bah JM c'est quoi, je leur dis bah si jamais vous avez à trouver en 3 essais, bah moi je vous paye le coup, mais si jamais vous n'arrivez pas, bah... Et ils y arrivent jamais. Jamais. Résultat, je suis souvent... Je vais faire pareil. Jane Manson. Jane Manson, ça marche. Jane Manson, ça marche, mais c'est pas ça, mais c'est un prénom, c'est pas le nom et le prénom. Et en fait, et je me souviens, au moment où on se l'est dit, tu m'as dit ton prénom, et ta maman, je me souviens de cette phrase qui était magnifique, elle dit « c'est joli, Jean-Marcel », parce que tu t'appelles Jean-Marcel. Ouais. Voilà, comme ça vous avez la révélation du truc. Il s'appelle Jean-Marcel, donc du coup, tu vas plus jamais boire. C'est fini mon grand, c'est fini, tu n'escroqueras plus la moitié de l'Alpe d'Huez, c'est totalement terminé. Bon, nous on est super contents de vous avoir et de vous avoir eu. Ce que je vous propose, c'est de rester un peu avec nous dans le canapé parce que j'aurai peut-être un petit rôle à vous proposer tout à l'heure. Vous pouvez rejoindre vos penates. Merci d'être venus nous voir. Merci. Allez, j'en profite. Je viens de vous faire un petit tour de mercredi, un petit tour de jeudi. Je vous dis un peu ce qui se passe vendredi. Si je ne mets pas mes lunettes, en fait, il ne se passera rien vendredi. Donc je mets mes lunettes. Alors vendredi, voilà, j'en ai pas parlé depuis le début de l'émission. Vous le savez, le marché a été déplacé cette année. Hein, il est passé dans l'avenue, dans la rue juste devant le bureau de l'office de tourisme, au Vieilles Alpes. Il est resté au Vieilles Alpes, mais il est maintenant sur le parking de l'église. Oui. Pour que les gens puissent aller mettre un cierge en même temps. En même temps, comme tu nous as conseillé de le faire déjà la semaine dernière. Et bien donc le vendredi matin, voilà, si vous aviez l'habitude d'aller dans le quartier Vieilles Alpes, près de l'Indiana, par exemple, eh bien sachez que maintenant vous allez sur le parking de l'église et que du coup vous avez accès à ce marché généreux, où il y a plein de trucs, hein. J'ai été voir, c'est vraiment bien, il y a des fruits, des légumes, tout frais, tout neuf. Un marché quoi. Ouais, bah ouais, un marché quoi. Le vendredi aussi, on peut continuer à faire du yoga, et ça se passe au Pic Blanc. Ensuite, vous avez le vendredi la visite commentée du musée d'Huez. Alors ça, faut pas rater parce qu'il a fait peau neuve le musée, et donc si vous voulez aller faire la visite commentée du musée d'Huez, vous trouverez toutes les informations dans le programme d'animation que Guillaume vous affiche. Et puis, ce sera en complément de ce que je présente. Exactement. Des objets insolites. Exactement. Non, c'est vrai qu'il y a plein d'objets au musée. Toi, tu es en train d'essayer d'avoir un nouveau filon. Pas du tout, mais non, parce que c'est compliqué. C'est compliqué. C'est le musée de France, donc donc on ne peut pas sortir comme ça les éléments et tout ça. Malheureusement. Et si on va aller chourave un peu, mais on peut pas. Voilà. Max, je sais pas si c'est bien que je t'ai amené dans cette situation. En ce moment, on a les crédits pour aller au triathlon. J'imagine Max passer par le tour avec une corde. En parlant de triathlon,
En parlant... C'est n'importe quoi. En parlant de triathlon, je crois, Pierre, qu'il faut qu'on te laisse aller faire ton travail, ton devoir de bénévole. Je vais juste rester encore pour assister à la... C'est toi qui décides, en fait. À la présentation des 21 virages. D'accord, tu veux voir exactement ce qui se passe. Eh ben, ok. Et là, tu viens de le dire. Notre invité suivant va nous parler des 21 virages. Et notre invité suivant, c'est un peu le deuxième mentor de notre ami Richard. Richard, il a que des mentors en fait. Il aime tout le monde, il a que des mentors. Et il va nous le présenter, notre invité suivant. Je te demande, s'il te plaît, de faire ton petit texte que tu as préparé pour ton invité. Alors, mais je vais vous présenter quelqu'un, c'est l'histoire lui-même de la station, il est là depuis toujours, mesdames et messieurs. Un tonnerre d'applaudissements pour Jacques Bory. Venez Jacques. Viens Jacques. Alors Jacques Bory, donc qui vient nous rejoindre. Alors moi je connais Jacques parce que Jacques c'est aussi le patron de l'hôtel Le Dôme. Oui, tout à fait. Hein, et là on va parler de toute autre chose, mais c'est aussi le patron. Et je tiens à le dire parce que je le dis, je trouve que c'est important de le dire. Jacques il joue vraiment le jeu avec justement les événements et tout ça. Il nous donne vraiment un petit coup de main quand on a quelqu'un à loger un peu à l'arrache et qu'on avait oublié qu'on avait cette personne à loger, on appelle Jacques et quand il a de la place bien sûr, il nous ouvre toujours bien ses portes et merci pour ça aussi. Merci monsieur. Mais c'est bien normal. Je te laisse avec Richard, il a plein de trucs à dire, il a plein de questions à poser, je te laisse avec Richard. Oui, alors l'Alpe d'Huez est connue pour 3 choses majeures. Oui, donc, toi. Pas le Génépi comme ami Pierre-Alain, mais le Pic Blanc. Le Pic Blanc, bien sûr. La piste de Sarenne. Bien sûr. Mais connue à travers le monde entier par ses 21 virages, notamment. Cette fois-ci, c'est Jacques. Le Tour de France. C'est Jacques Bory. Non, Jacques il est là. Bory, c'est un autre. C'est Jacques Porte. Alors Jacques, toi qui connais bien l'histoire de l'Alpe et surtout les 21 virages, comment ont été créés ces 21 virages? Ils sont nominatifs. Voilà, j'ai fait la parole. Explique-nous tout sur les 21 virages. Écoute bien toi parce que tu as un défi à la fin. Alors, avant que les virages portent un numéro, bien entendu, il a fallu qu'il y ait une route. Parce qu'une route, il faut le dire, ça a été quelque chose d'exceptionnel et un exploit à l'époque. Puisque la route entre Bourdoisan et alors l'époque, Huez, tu peux nous resituer l'époque? Je développe. Pardon, excuse-moi. Je développe. Donc c'est dans les années 30 où, grâce à un homme, parce que c'est lui qui a tout déclenché, c'est Joseph Paganon, qui était député de notre circonscription, qui a été 2 fois ministre, et il croyait au développement du site de l'Alpe d'Huez. Il avait d'ailleurs fait construire un chalet, le chalet Paganon, tout en pierre, qui est en contrebas de l'hôtel Mégrandros. Joseph Paganon était un homme politique de premier plan, parce qu'il a été 2 fois ministre, et dans les années 30, il était ministre des Travaux publics, lorsqu'il a décidé de faire une route entre Bourdoisan et l'Alpe d'Huez. Avant, c'était relié par un simple sentier, qui a d'ailleurs été retracé entièrement par les services de la commune, je crois. C'est le sentier par lequel on peut monter à Gênes, c'est ça? Oui, c'est le sentier piéton, on va dire. Hein. Ouais. C'est vraiment un petit sentier. Et dans les années 30, donc Paganon a fait faire cette route. Alors écoutez-moi ce que je vais vous dire, parce que c'est quand même un exploit. Il faut voir les engins de l'époque, c'est-à-dire pour faire une route, c'était la pelle, la pioche et baramine à main. Waouh! Dans la pierre. Dans la pierre. Oui, dans la pierre, oui, bien sûr. Bon, c'est le tracé qu'on connaît actuellement. Hein. C'est le même tracé. Alors, il avait été créé 14 lots. Chaque lot faisait 1 kilomètre, tout en sachant que le dernier lot avait à faire la plateforme, qui était la place Paganon, à l'emplacement de l'Office du tourisme actuel. Et pour que ce soit réalisé dans les temps, une entreprise n'avait pas le droit de soumissionner 2 lots. Et alors écoutez bien ce que je vais vous dire, parce que c'est quand même spectaculaire. La route a été réalisée en un seul été en 1935. Non! 1200 employés. 4 mois quand même, un été de 4 mois ou un été de 2 mois? 1200 ouvriers qui ont fait la route en un été. Waouh! Alors pour faire une petite comparaison, c'est un clin d'œil. On a refait le pont de la Véna il y a 2 ans, 3 ans. Hein. Le pont de la Véna, c'est donc, pour ceux qui ne connaissent pas le nom de la Véna, c'est le monument aux morts. Quand on descend après Bourdoisan, le tablier fait un peu plus de 100 mètres.
On a quand même mis 2 ans, donc vous voyez, c'est... Exploit dans les années 30, du coup. Oui, et pas, bon, malheureusement, il n'y a plus l'appel de la pioche à la maramine. Bon, ceci, c'était le petit clin d'œil. Donc, quand la route a été faite, ça a été le développement de l'Alpe d'Huez très rapidement, avec plusieurs hôtels. Il y avait 8 hôtels avant le déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale. Dans les 8 hôtels, il y avait déjà des noms qui existent encore aujourd'hui? Oui, bien sûr, mais il y avait, enfin, ouais, des noms, il y en a qui ont disparu. Hein. Oui, bien sûr. Il y en a pas mal qui ont disparu. Par exemple, le Dôme, il n'était pas déjà là? Si, le Dôme, ça a été le premier bâtiment touristique de la station, sur le plateau. D'accord. En 1923. D'accord. C'est le Touring Club. Avant même les virages, du coup. Oui, tout à fait. Ça peut être un autre sujet pour... Alors, pour en revenir au 21 virage, donc la route a été faite par Pagano. Alors ça, il faut quand même le remercier parce que... Merci Joseph. Oui, il a vraiment été... Ça a été l'élément déclencheur du développement de la station, quoi. Et quand le virage a été fait, quand cette route a été faite, elle a été agrandie dans le cadre des Jeux Olympiques de Grenoble. Ah oui. Parce que l'Alpe d'Huez était station olympique avec le bobsleigh. Oui, on a reçu le bobsleigh. Je peux faire une petite parenthèse bobsleigh? Oui. J'ai le droit? Ah oui. C'est une petite parenthèse. T'es chez toi, hein? Non, moi t'es chez toi et j'ai de la chance de te recevoir chez toi. Je dis juste, si vous êtes là jusqu'au 10 août, parce que ça c'est possible, en parlant de bobsleigh, on va diffuser, vous savez, sur la place justement devant la patinoire, on va diffuser un film en plein air et justement, on a choisi Rasta Rocket. En souvenir justement du bobsleigh. Je m'attendais à quelque chose de c'est extraordinaire, Rasta Rocket, s'il te plaît. Non mais... Oui, complètement. S'il vous plaît. Yeah, man. Pardon, j'ai fait une petite digression sur le bobsleigh parce que c'était important de le dire. Alors donc la route a été agrandie parce que la route initiale elle faisait 7 mètres de large. Celle qui a été faite en 35. Et ensuite la route a été agrandie, telle qu'on la connaît maintenant, pour les Jeux Olympiques. Alors la numérotation des virages... ça c'est intéressant aussi. Alors ça a été copié, ça n'a pas été inventé. Ah, d'accord. Ça a été copié par Georges Rajon. Georges Rajon qui a bien entendu fait beaucoup de choses pour la station. Là c'est la place où se trouve l'hôtel du Dôme. Comme tout le monde le sait. Et il avait, lors d'un voyage en Yougoslavie, il avait vu la montée d'un col où les virages étaient numérotés. C'est le col du Vrozic, qui actuellement est en Slovénie. D'accord. À l'époque c'était la Yougoslavie. Et ce col va de la vallée de la Socha et redescend sur Ganjka Gora, la station de ski où il y a une coupe du monde de ski d'ailleurs, qui est célèbre. Alors la seule différence c'est que les virages étaient numérotés en partant d'en bas. Oui, donc de 1. Ils montaient jusqu'au sommet du col et la numérotation continuait jusqu'à l'autre côté du col. D'accord. Alors quand Georges Rajon a vu ça, il a dit on va numéroter les virages de l'Alpe. Mais on va le faire dans l'ordre décroissant, pour que les gens qui ne connaissent pas sachent combien de virages il reste encore à faire. C'est vrai. Oui, c'est vrai que c'est un repère. Quand on monte à l'Alpe, on dit aux gens, j'arrive, je suis virage 6, j'arrive, je suis... Enfin, pas au volant, hein. Vous faites pas de SMS au volant, ça c'est interdit. Hein. Mais de temps en temps, vous juste envoyez, vous préparez les SMS. Alors donc, les virages ont été numérotés. Alors avec Georges Rajon et ensuite avec Jean Le Boucher qui était le directeur du syndicat d'initiative de l'époque. Et en réalité... Office du tourisme du coup, devenu office du tourisme, syndicat d'initiative. Oui, à l'époque c'était un syndicat d'initiative. Ouais. Et en réalité, je décris parce qu'il y a des gens qui ont 20 ans, ils ne savent pas un syndicat d'initiative. Moi je le sais parce que je suis vieux. Mais... Et donc... Il me fait peur de mon film. Oui, c'est un peu l'idée, le gars insupportable. C'est un peu l'idée, le gars. Il justifie son salaire. Lorsqu'on parle de virage, un virage c'est une épingle à cheveux. Oui. Alors je vous fais une confidence, il n'y en a pas 21. Non. Il y a 19 épingles à cheveux en partant de la plaine pour arriver à l'office du tourisme. Alors, comment pourquoi 21? Ça a été décidé, et ça me paraît tout à fait logique. Jean Le Boucher à l'époque a dit, on ne peut pas ne pas donner de numéro à la garde. Ah oui, bien sûr. Et au cimetière du vestiaire. Bien sûr. Oui, qui ne sont pas vraiment des épingles. 19 plus 2. Mais les 21 virages sont devenus célèbres dans le monde entier grâce au Tour de France. Bien sûr. Alors quand le Tour de France est venu la première année en 52, les virages n'étaient pas numérotés.
Mais quand ils sont revenus... Juste pour une fois que notre chroniqueur sportif c'est quelque chose, s'il te plaît. Parce que j'ai un mémo technique, mon père est né en 52. Oui. La première fois où il y a eu la montée de l'Alpe c'était en 52, et du coup c'est Fausto Coppi qui a gagné, c'est ça? Oui. Waouh, notre chroniqueur sportif, il est là. Il était justifié que je sois payé à la fin. Et alors, qui a eu la première idée de faire venir le Tour de France à l'Alpe? Alors là, je peux pas dire. Bonne question. Celui qui a eu l'idée. En 52. Georges. Non, un Bourquin. Un Bourquin? Un Bourquin, qui avait une entreprise de peinture et qui s'appelait Barbaguia. Et qui était passionné de vélo et de Tour de France. Et il en a parlé à Georges Rinjon et à André Quintin en disant mais pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas faire venir le Tour à l'Alpe? Les organisateurs de l'époque ont été contactés, ils sont mis sur place, ils ont vu le site et ils ont fait la première arrivée au sommet de l'histoire du Tour de France. Avant 52, aucune arrivée avait lieu au sommet. D'accord. 52, voilà. Donc c'est ça en fait qui explique la grosse notoriété vélo. Alors après, pour finir avec les virages, bon, après quand le Tour est revenu en 76, ensuite il est venu toutes les années. Régulièrement, ça a pris beaucoup d'importance. Et les 21 virages sont connus dans le monde entier. Carrément. Alors à la fin des années 90, j'ai eu l'idée d'attribuer le nom d'un vainqueur de chaque étape à un virage. Ah, bien oui. C'est moi qui ai eu l'idée, je l'ai soumis au conseil municipal qui a accepté, et on a mis des panneaux, donc, et on est parti au virage 21 de Fausto Coppi qui a été le premier vainqueur. Et comme il y a eu plus de 21 étapes, après on a doublé le nom des virages. D'accord. Donc. D'où les noms maintenant sur les pancartes avec les noms des virages. Voilà. Et je crois qu'il y a aussi un des virages qui a été un peu préempté par les Hollandais. Il n'y a pas le virage des Hollandais? Alors, le virage des Hollandais dans l'histoire du Tour de France, c'est le cimetière. D'accord. Parce que bon, ils ont... À cause de l'Alpe d'Huez? Non, c'est pas lié. Ils ont commencé à s'installer là, parce qu'il y avait de la place. C'est vrai qu'il y a un virage où on a la vue sur toute la montée, donc il y a quand même de l'espace. Ils peuvent se garer et c'est devenu le virage de Hollandais. D'accord. Alors j'ai quelques chiffres. Dites-nous, il faut toujours des chiffres. Donc 21 virages, 19 plus 2, c'est 13,8 km précisément, des pentes avec une moyenne de 8,1% et même des pentes qui dépassent les 10%. D'accord, donc 10% parfois quand on monte comme ça, voilà, c'est plus de 10%. 10 mètres pour 100 mètres. 10%. J'ai compris les virages jusqu'à la gare. Et du coup, il y a quoi en dénivelé total? Et bam. Je sais que Pierre, j'ai pas pensé. Alors Pierre-Alain va vous le dire. C'est 1124, quelque chose. 1124 mètres, ouais. D'accord. TTC. Jacques Veil. Pierre, t'as une petite question? Pierre, t'as une petite question? Non, sur le coup non, parce que ça a tellement été développé. T'as qu'à dire qu'il fait trop bien le boulot. Par rapport au dôme, il y avait un hôtel, mais il y avait un sentier. Il n'y avait pas encore de... Les gens accédaient à pied à ce premier hôtel. Non, alors avant que... quand il y avait le village d'Huez, parce que c'est très très ancien, le village d'Huez existait il y a très longtemps, toutes les granges d'été, parce que les gens en montagne l'été, donc pour se mettre près des bêtes qui étaient dans les pâturages, et toutes les granges d'été étaient dans ce qu'on appelle actuellement le Vieil Alpes, en contrebas de l'Office du tourisme. Sauf un seul bâtiment qui était construit à l'emplacement de l'hôtel Le Dôme actuel. C'était une grange qui appartenait à un dénommé Félicien Bory, qui est un homonyme, c'est pas de ma famille. Et en 1923, le Touring Club de France a acheté à Félicien Bory cette grange et en a fait un refuge. Un refuge, et donc ça s'est dit dès 1923. Et mon grand-père a été gardien du refuge à partir de 1930 et il a racheté au Touring Club de France. Voilà toute l'histoire. Moi j'ai une dernière question. Mais dernière, avant-dernière, comme tu veux. Il y a un virage zéro. Ah ouais? Oui, alors ça c'est le virage zéro, il a été lié, alors le virage zéro c'est celui qui est dans le Saint-Laurent, c'est le virage du Saint-Laurent dans la station. Ce virage zéro, il a été lié, c'est directement un petit peu la création de Alpe d'Huez, avec un cycliste hollandais donc, qui était malade. Oui. Qui était malade, et ça a été l'élément déclencheur de Alpe d'Huez plus tard. Et ils avaient mis le numéro 0, ils avaient mis le nom du virage astronome, mais je ne suis pas sûr que le panneau il soit toujours. Si Richard le dit. Peut-être le numéro, mais peut-être pas le nom, bref. Ouais. Voilà. Ça c'est bien, ça c'est bien après ça.
Ça, c'est bien après. J'ai un défi à lancer à Max à propos des 21 virages. Max, est-ce que... Ça, je le sens pas. Alors, je dis son stress. Max, il pense que je vais lui demander de faire la montée en vélo ou je sais pas quoi. Je te promets que c'est pas du sport, c'est surtout pas la descente. Est-ce que... Peut-être, allez, peut-être je te mets le challenge un peu haut, mais sinon on peut aller jusqu'à l'hiver. Mais est-ce que d'ici la fin de nos émissions, c'est-à-dire pour notre dernière émission, est-ce que tu pourrais nous faire une proposition d'un gâteau qui représente les 21 virages? Ou est-ce que c'est dur ce que je te demande? Bah, faut faire un... Tu te débrouilles, t'as le temps de réfléchir. Est-ce que tu acceptes le défi? C'est toi qu'on te demande de faire. Est-ce que tu acceptes le défi? Faut que je réfléchisse. Ce sera la semaine prochaine si j'accepte le défi. Le gâteau des 21 virages. Ça, c'est quelque chose qu'on a souvent réfléchi, alors pour être honnête, hein, on a souvent pensé avec même les autres boulangers. Enfin, on a déjà eu ces demandes-là, on s'est jamais trop regroupés entre nous. Mais à un moment, j'avais mis l'idée qu'on fasse faire un moule, parce qu'on peut faire des moules en fait, on peut faire des moules sur mesure, qui représentent les 21 virages. On avait pensé ça au début pour l'Alpe d'Huez, pour être honnête, et qui représentent un peu des virages, pas forcément les 21, mais qui ont quelque chose, un cycle, une couleur. On se met d'accord, le 2 du 20 et on se met d'accord tous sur une recette, qu'on fasse tous le même produit identique, tous les artisans boulangers du coin. Tu m'amènes exactement. Mais bon, le problème c'est que un gâteau de 13,8 km, c'est compliqué. Non, essaye de mettre d'accord 10 artisans ensemble qui fassent le même produit, les mêmes recettes et tout. Si on fait un appel aujourd'hui, peut-être, on va essayer. Non, mais franchement, c'est quelque chose d'exceptionnel parce qu'il y a des régions où on va, par exemple en Savoie, ils font tous le reblochon, chacun leur petite manière. C'est ça. Et si on pouvait chacun avoir un gâteau qui a la même forme, qui a à peu près les mêmes compositions, qui est la même composition, chacun avec sa recette. Avec chacun, voilà, chacun il met sa petite pâte à lui. On milite tous pour ça. J'espère que Guigui, t'es d'accord avec nous, mais on milite tous pour ça. Le gâteau des 21 virages, ça vaut non, ça serait top. Non, franchement, ça serait top. Qui est sur un thème. Oui, mais ça va pas être facile à faire. Non, pas forcément les maths, mais qui représentent plus la région. Oui, on était plus parti sur la région. Là, on parle de 21 virages. C'est un mythe maintenant. Mais les 21 virages, ça faisait partie de ce que je m'étais imaginé avec. Bon, le défi est lancé. On se donne, on se donne jusqu'au nouvel an. On sait jamais. Je pense qu'on aura des émissions pendant l'hiver. Et Inch'Allah, on se donne jusqu'au nouvel an. Non, par contre, je vais suivre le dos. Non, mais t'inquiète, on sera quand même. Parce que j'avais une question quand même, alors là c'est plus du coup Tour de France, mais le Tour de France c'est pas dû pendant de nombreuses années de 52 à 76, c'est ça? Qu'est-ce qui leur a déclenché? Il y a eu un élément déclencheur pour dire ça leur manquait, et on remarque maintenant ils reviennent encore tous les 2 ans, 3 ans, et j'entends des fois des gens qui disent, pas forcément des gens de la région, qui disent de toute façon le Tour de France sans l'Alpe d'Huez c'est pas un Tour de France. Est-ce que c'est un... pour nous ici on va dire oui, forcément, mais est-ce que cet impact on ressent dans d'autres endroits? Alors bon... Je peux vous donner mon ressenti, hein, c'est pas le... D'abord, le Tour n'est pas venu, c'est vrai, après 52, ça avait été un choix. Oui, non, mais c'était très... Il n'y avait pas... Comment dirais-je, c'était beaucoup moins populaire. Il y avait moins d'engouement que ce qu'il peut y avoir aujourd'hui. C'était peut-être moins retranscrit dans les médias et tout ça. L'arrivée du Tour en 52, elle s'est faite devant l'hôtel Le Dôme, parce que c'était le plus haut, il n'y avait pas d'autre route plus haut. Le classement a été fait avec une ardoise écrite à la craie le premier clotin. Enfin, c'était 52, quoi. C'était les moyens de l'époque. Ensuite, le Tour, il n'est pas revenu pendant pas mal d'années, et il y a eu un coup du destin. Le Tour est revenu en 76 parce que la ville de Grenoble l'a refusé. Ah ouais. Merci les Grenoblois. Oui, alors on dit merci aux maires de l'époque, qui recevaient Félix Lévitan à Grenoble avec... Roger-Louis Lachat, qui était le patron des sports du Dauphiné libéré à l'époque. Et lors d'un dîner, le maire de Grenoble dit à Lévitan, non, dans le Tour de France, nous on n'est pas intéressés, ça ne nous intéresse pas. Et bon, il avait déjà fait un petit peu son parcours, il savait qu'il était dans le coin. Et là, Roger-Louis Lachat a téléphoné tout de suite à Georges Orléans, il lui a dit, écoute, voilà ce qui se passe, le maire de Grenoble veut pas le Tour, est-ce que vous êtes preneur à l'Alpe? Il a dit, oui, on prend, on ne sait pas comment on fera, mais on prend. Et il est revenu comme ça. Alors après, il revenait systématiquement toutes les années. Alors pourquoi il ne revient plus maintenant je ne sais pas, il faudrait poser la question à Christian Prudhomme, mais il y a beaucoup de demandes, beaucoup plus de demandes. Donc il y a 25 étapes ou 22 étapes. Oui. Ils ont 250-300 demandes. Quoi. Oui, c'est vrai que bon, les arrivées au sommet, il n'y en a pas beaucoup. Là, le Prest mythique. Mais le Puy-de-Dôme était mythique aussi et ils n'y sont pas allés pendant 24 ans. Voilà, donc je vous rappelle que Jacques a connu Léon Zitrone. Peut-être que pour rester mythique, le Christian Prudhomme, je pense, et ça c'est normal,
essaye toujours d'innover et de trouver des choses nouvelles. Ça, puis j'ai une le col de la Lose qu'on a vu cette année, c'est la deuxième fois qu'il... c'est quelque chose de nouveau. Quoi. Magnifique, en plus, la personne de Bellefille où il retourne cette année, ça date de 4-5 ans, avant ça n'existait pas. J'ai une brique de réponse parce que, pour en avoir discuté un peu avec eux, dans une autre vie, on a dû organiser des étapes du Tour de France dans le nord de la France, à Saint-Quentin. Nord 80, on se retire. C'était ça. Et du coup, en fait, le truc, c'est que ce qu'il nous dit souvent, c'est pour que ça reste exceptionnel, il faut de temps en temps le raréfier un peu. C'est-à-dire que pour que ça reste quelque chose vraiment, quand ça passe, c'est exceptionnel, comme il y a plusieurs sites, comme tu le disais justement, si on le fait tous les ans, au même endroit, il y a trop ce phénomène d'habitude, et du coup de se dire, ouais, mais ça, ils l'ont fait l'an dernier. Donc je pense que c'est ça un peu la démarche de Christian. Et puis attends, l'année prochaine, on a une grande première à l'Alpe d'Huez. Tu le sais ou pas? Oui, peut-être avec le Tour féminin. Ah, plus que peut-être. Ouais. C'est sûr, on aura le Tour féminin, et alors on n'est pas n'importe quelle étape, puisqu'on est l'étape d'arrivée finale. Enfin, ça je ne savais pas. Alors voilà. le tour femmes, bon, c'est vrai qu'on est les Champs-Élysées l'année prochaine. On a un petit peu l'idée du Tour de femmes d'il y a une dizaine d'années, où d'ailleurs ils sont venus à l'Alpe, ils ont mis à Vaujany. Ça n'a rien à voir avec ce qu'ils font maintenant. Oui, c'est une course qui a pris beaucoup d'importance. C'est un mini-tour, parce qu'ils le font sur une semaine. Avec le même modèle, un contre-la-montre. Exactement. La difficulté, c'est qu'on négocie avec Marion Rousse, donc on est obligé de la recevoir assez souvent, etc. Mais ça ne va pas être trop pénible. Non, c'est pas simple. Alors moi j'ai une petite anecdote sur le Tour de France, parce que je crois que Jacques a eu un direct au journal télévisé 13h avec le PPDR. Oui, il y a eu plein de trucs, bien sûr, avec le Tour. Le Tour à l'Alpe, ça a été... il y a eu beaucoup d'anecdotes. Beaucoup d'anecdotes. C'est rigolo. Mais oui, c'est très très bien. C'est parfait. Il y a même une année, si vous vous rappelez, il y a même une année où il y a eu 2 étapes de suite. Ah oui, c'est vrai, ça a fait le tour. Catherine et Gilles qui sont restés, ils s'en rappellent, ils étaient là, ils me disent ouais, on a fait le tour. Mais vous pouvez vous permettre, jeune homme. Cette année-là, on avait la chance d'avoir un stand buvette. Ah, on est reparti devant Cyril, et on a passé 13 le temps qu'ils fassent le tour. Ils sont descendus par Clavant, ils sont revenus. On a passé 13 fûts à l'usette. Mais c'est pas la même année, là, je parle pas de la même année. Forcément, c'est lui qui a vidé les 13 fûts. C'est pas la même année, ça s'appelle 79. Vas-y, Max. Et ils ont fait une deuxième étape à Alpe d'Huez. Vas-y, Max. Non, c'est pas de ça qu'il parlait en fait, c'est autre chose. Pour le centenaire, ils sont passés. Oui, ils ont fait le tour. On ne l'accuse pas beaucoup au Pierre-Alain en fait, on le laisse. Mais il se passe Cyril Neveu dans la journée et buvette. Sinon, l'émission n'est pas complète. Mon propos, c'est quand il y a eu 2 étapes de suite sur 2 jours différents. Et le lendemain, il y avait eu Alpe d'Huez. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un désistement un petit peu au dernier moment de la station de Mars. Tu sais tout en fait. Pour une question d'hébergement. Et le Tour de France s'étant trouvé un petit peu le bec dans l'eau, et que la veille il y avait une arrivée à l'Alpe d'Huez, ils ont dit à l'Alpe, est-ce que vous seriez partant pour le lendemain refaire une étape Alpe d'Huez, Alpe d'Huez? Bon, la station a dit on va faire un effort. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que la montée, ça reste comment dire, sur le Tour de France, ça reste la partie quand même la plus regardée, la plus mythique, la plus emblématique? Oui, bon, ça fait partie des grandes arrivées. Mont Ventoux un peu aussi. Mont Ventoux, bien sûr, Mont Ventoux, Tourmalet. Le jour du contre-la-montre. Ah ouais. C'était. Ça c'était en 2008. Merci. Il y a eu des chiffres impressionnants. C'était combien de personnes? C'était plusieurs millions. 1 million. Alors moi je suis toujours très sceptique avec les chiffres. Entre les syndicats et la police. Oui, entre autres. non, mais je suis très sceptique. Prenez simplement une calculette, un papier et un crayon. Combien on met de personnes sur 1 mètre de long? À votre avis? Ça dépend du sardinage. On en met 2. Max. Ouais, alors je te crois que dans le métro à Paris, on n'est pas dans le métro à Paris, on va faire une moyenne, on en met 2. Alors si vous mettez 2 personnes sur 13 km 8, à la limite, vous multipliez par 2, parce qu'il y a 2 côtés de route. Il y a un peu de pente. Ce qui n'est pas vrai, parce qu'il y a les murs. On n'est pas au milieu. Si vous multipliez par 4 de chaque côté, faites le calcul. 1 million, c'est beaucoup. On est à combien? Je sais pas, faites le calcul. 1 million, c'est pas compliqué. Ce million, c'est le pilote, il est boulanger. C'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. 950 000. C'est beaucoup trop. Oui, alors après, il y a le monde dans la station. Mais bon, je pense qu'entre 300 et 400 000, c'est plus raisonnable. Bon, c'est pas mal déjà.
Bon, ce qui reste d'ailleurs, l'équipe avait titré un jour à la une, après le passage de l'Alpe, l'Alpe d'Huez, le plus grand stade de France. Le plus grand stadium, ils n'avaient pas, je m'en souviens de ça. Ouais, le stadium et tout, c'était... Et Max, tu mets tout c'est pas si mal. Non mais je pense qu'il y a un peu... Tu mets tout souffle. Bon, on a passé une chouette émission, hein. On a vu plein de choses. Jacques était avec nous depuis le départ. On a commencé avec le triathlon, on a commencé sur le sport. Après, on a parlé vacances. Maintenant, on vient faire l'histoire de l'Alpe. Et c'était une chouette émission très diverse, très variée. Merci à vous trois, nos chroniqueurs. Elle était, je pense, constructive. En tout cas, moi, elle m'a bien plu cette émission. En tout cas, à faire pour l'instant. J'espère qu'elle vous a plu chez vous. On espère qu'elle vous a plu chez vous. N'hésitez pas à la partager. Si vous nous regardez, par exemple, sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas. Vous savez, il suffit de faire partager et bam, c'est parti. On partage l'émission. Comme ça, plus il y a de gens qui nous regardent, plus il y a de gens qui ont envie de venir nous voir. On a terminé pour aujourd'hui. On remercie tout le monde qui est là. Merci Catherine, merci JM, merci Jacques, merci à nos invités, merci les enfants, merci à toute la technique. C'est parti, la semaine prochaine, mais d'abord, tous ensemble. En fait, là, Jacques, c'est un petit exercice. Il n'a pas eu le non, il n'a pas eu le brief, il n'a pas eu le bracelet de la bonne humeur, mais Jacques, il va avoir son bracelet de la bonne humeur, il le mérite grave. Voilà Jacques. En fait, on va montrer du doigt comme ça. Je sais c'est moche, mais on va le faire quand même. On va dire que la bonne humeur soit avec vous pendant le générique. On est prêts? Attention, tous, c'est parti. Non mais sérieux. Allez, c'est parti. Et messieurs, dames, que la bonne humeur soit avec vous.